À chaque fois qu'on prendra la parole aussi, on aura la ferme conviction que de l'autre côté, vous nous suivez 5 sur 5 et c'est cela qui donne satisfaction intégrale à ce que nous faisons. Nous sommes sur mardi entrepreneuriat. Ce matin, on posera une question ma foi fondamentale. Comment vendre lorsque l'on n'est pas connu? Est-il possible de vendre lorsqu'on n'est pas connu? C'est la problématique principale qui retiendra notre attention dans le cadre de ce programme. Si vous êtes une femme, sentez-vous saluer. Et si par contre vous êtes un homme, votre fidélité continuera à nous honorer. Tout à l'heure, nos rubriques sont restées intactes et vous les aurez. Vous aurez naturellement la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, une affaire de TVB. Votre dénonciation vous sera également livrée. Cette dénonciation qui restera, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International, vous nous recevez à travers le monde. 10h, 11h52, nous balayons ce couloir en télévision. Qui dit mieux? Yaya Bello, bonjour. Bonjour, M. Aïssi, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour au riche panel que vous allez présenter et surtout bonjour aux millions de Camerounais qui suivent Info TV ce matin. C'est toujours pour moi un honneur, un plaisir d'être là ce matin. En tant que Camerounais, je dois dire mon inquiétude par rapport aux dernières situations qui marquent notre pays. Il s'agit de quoi? J'ai envie de dire que les Camerounais regardent beaucoup les films de Dracula parce que le sang coule beaucoup au Cameroun ces derniers temps. Quand ce n'est pas des accidents, quand ce n'est pas des motos qui se font écraser par des camions, ce sont des conjoints qui abattent leur conjoint et vice-versa. Et vice-versa, ce sont même des femmes qui abattent leurs enfants. Bref, je ne sais pas pourquoi les Camerounais, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi je suis très inquiet. Il y a trop de sang qui coule au Cameroun. Le Cameroun est devenu une république du sang. C'est la question qu'on est en Ça peut faire l'objet d'une soutenance de thèse. Effectivement, ça doit faire beaucoup réfléchir les Camerounais parce que le sang coule beaucoup dans notre pays. Oui, oui. On est sorti de la crise électorale, il y a eu des contestations, les gens sont morts. Maintenant, on a l'impression que c'est passé, mais que non, que c'est surtout au début de cette année, les gens meurent beaucoup. Bon, j'ai dit, ça tombe bien, nous sommes en période de carême et de ramadan pour les musulmans. Le carême pour les chrétiens catholiques, je pense. Donc, il faut aussi qu'on pense à beaucoup prier pour notre pays parce que il y a des choses comme ça qui arrivent dans les sociétés. Je crois que ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Je souligne que Yaya Bello reste un homme politique jusqu'à ce matin. Il soutient les idéaux de l'UNDP, de notre frère du Nord, le ministre d'État, Bello Bouba Maïgari. En face de Yaya Bello, c'est une dynamique jeune dame qui nous accompagne ce matin. Elle est belle physiquement, mais trop intense sur le plan de la tête, sur le plan psychique et sur le plan mental. Permettez-moi d'accueillir Ingrid Tandieu. Ingrid, bonjour. Bonjour, parfait. Merci pour l'accueil sur ce plateau et cette chaleureuse présentation. Bonjour à tous nos téléspectateurs camerounais de la diaspora et d'ici en Afrique, au Cameroun, le continent. Il faut souligner justement que vous faites partie de cette dynamique diaspora camerounaise. Hein. Vous êtes établi depuis quelques années du côté de la France. Exactement, je suis en France depuis quelques années et je me diversifie dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le coaching, la formation en communication et bien d'autres. Je souligne donc à cet effet que vous êtes business coach en stratégie et communication d'affaires. Ce n'est pas tout. Vous êtes formatrice en leadership et intelligence émotionnelle, prise de parole. Ce n'est pas tout. Vous êtes également conférencière internationale, master coach certifié en neurosciences et vous avez été formé du côté de l'INA de Paris. Exactement, c'est un parcours. Ce CV me fait peur. Hein. Pourquoi est-ce qu'il vous fait peur? Il est dense, il est pertinent et ça donne tout simplement la chair de poule. Je ne pense pas que ça devrait. Parce que quand on veut faire affaire, il faut être structuré, il faut avoir quand même des outils qui vont permettre à nos clients, à nos
collaborateurs de pouvoir atteindre leurs objectifs. Et ça demande généralement d'élargir son panel interne et intellectuel pour pouvoir les accompagner au mieux. Alors, si je prends par exemple ce premier aspect où je fais comprendre là que vous êtes business coach en stratégie et communication d'affaires, ça veut dire quoi? Alors, le business coaching, ça nécessite déjà une formation à la base. Une formation qui va permettre de comprendre l'environnement d'affaires en entrepreneuriat et en entreprise pour le leader et pour ses collaborateurs. Ça nécessite aussi de comprendre la psychologie comportementale de l'homme ou la femme leader qui porte l'entreprise, sur laquelle on va déferler ou va venir s'établir la culture d'entreprise. Donc en affaires, il faut comprendre tout l'écosystème dans lequel baigne l'humain. Tout à fait. Afin de pouvoir comprendre face à différentes situations, quelles sont les différentes stratégies possibles à mettre en place et quels sont les outils à mobiliser. Et tout ça pour objectif de performer tout en restant quand même comme un véhicule. Tu ne peux pas mettre un mauvais carburant dans ton véhicule et espérer aller très loin. Pas du tout. Et si tu n'as pas de carburant, encore moins. Donc il faut savoir exactement quelle est la problématique, quelles sont les situations. Et pour ça, il est important d'avoir en amont une formation, aussi une expérience sur le terrain qui vous permet de pouvoir mieux comprendre l'entrepreneur, le leader, le dirigeant dans sa peau. Vous avez donc plusieurs casquettes, comme on l'a constaté tout à l'heure. Hein. Pour le cas du Cameroun, oui. En abordant toutes ces casquettes, vous pensez que vous pouvez être utile en quoi pour la nation camerounaise? En quoi est-ce que je peux être utile pour la nation camerounaise? Je dirais dans un premier temps que je suis d'abord camerounaise. Tout à fait. Je suis née, j'ai grandi au Cameroun. Donc il y a certaines réalités que je connais. Et comme je fais des voyages depuis maintenant 4 ans au Cameroun et d'autres pays en Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, ça m'a permis de pouvoir me reconnecter aux réalités sur le terrain. Parce qu'en Occident, il y a un certain système bien établi avec ses défaillances également, tout comme au Cameroun, il y a un système. Mais il y a des nuances par rapport, tout à l'heure, on parlait des situations comportementales qui sévissent. Si ce n'est pas les accidents de voiture, ça va être le conjoint, la femme ou l'homme qui se donne la mort. Énormément de violences qui sévit, que ce soit verbal ou physique. Alors, vous voyez qu'en entreprise, ça va se retrouver à travers la violence verbale, la non-considération des propos du collaborateur, une communication assez violente qui fait en sorte qu'on n'est pas orienté objectif, mais on est orienté individu. Et ça n'a pas de sens, parce qu'on est là, c'est pour des objectifs de performance. Alors moi, en tant que experte qui a un regard par rapport à la réalité de notre continent et de notre pays et qui a vu comment ça se passe aussi ailleurs, qui a eu des outils éprouvés qui fonctionnent sur des principes universels, je me dois dans l'obligation patriote de revenir à la maison, retour au pays, pour pouvoir apporter ces outils-là et contextualiser ça à notre réalité, pour que nous aussi puissions mettre de côté ces guerres sanguines pour pouvoir avancer de façon pacifique à travers des comportements, à travers la compréhension de l'autre, pour pouvoir tout simplement vivre heureux en paix en nous réalisant. Ingrid est également formatrice en prise de parole. Je pense qu'on a vu comment vous parlez, il n'y a rien à dire. Merci d'être venu ce matin. En face de vous, nous accueillons Ibrahim, Maxime Julien. Bonjour Ibrahim. Bonjour l'Unkota de la modération, bonjour aux copanélistes de ce matin, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est la première fois que je te vois en mode décontracté en pagne dessus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Souvent je suis avec nous dans les vestes, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? L'Unkota de la modération est en train de vouloir revoir son vestimentaire. Je ne fais que vous faire comprendre depuis un certain temps qu'il est grand temps que nous revenions à nos valeurs traditionnelles, à nos valeurs ancestrales, sans toutefois rejeter la culture des autres de manière hermétique, mais que nous puissions faire un savant dosage. Non, je suis en train de revenir de plus en plus à cet habillement africain, et surtout l'habillement de l'Afrique de l'Ouest, hein, que j'affectionne particulièrement. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est formidable, j'aime bien leur habillement, le Burkina Faso, et ainsi de suite. Si je fais encore un tour du côté du marché d'Adjamé à Abidjan, je pense que je vais me procurer de très belles chemises. En tout cas, que les téléspectateurs ne soient pas surpris que je commence à porter un peu de paille. Hein. Nelson Mandela, dans les plus grands événements au monde, il venait avec ce genre de chemise. Alors qu'il y avait des petits
leader, je préfère dire leader pour ne pas choquer certains, et qui venait étant habillé, je ne sais pas comment. Et je pense que ces leçons doivent passer. Voilà pourquoi également de temps en temps, parfois il s'habille, il n'enfile pas sa chemise. Et il est devant les grands de ce monde. Vous voyez, nous ne sommes pas des suiveurs. Parfois ici n'est pas un suiveur, il veut être un leader. Et clin d'œil à mes amis de Facebook, je n'enfilerai plus. Ibrahim Maxime Julien reste notre expert en entrepreneuriat. Il est également chef d'entreprise. À côté de moi, il m'accompagne tous les matins. Lui, c'est l'ombenguiste du plateau. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je suis content de savoir que tu as de la pêche ce matin. Je retrouve Yaya, qui a été plutôt absent de nos plateaux pendant un certain temps. Le plaisir de retrouver Maxime Julien et Madame Ingrid Tondieu. Voilà, on salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. On va passer certainement en grand mardi entrepreneuriat autour de la thématique que tu nous as choisie. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes nos téléspectatrices fidèles ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Je salue particulièrement nos téléspectateurs qui n'enfilent pas leur chemise après avoir mis une veste. Ah oui, hein? Oui. C'est la touche perfecto. Ah ouais, ouais. Je vous assure, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ils seront nombreux qui mettront les costumes sans enfiler. C'est un style. Ouais. C'est un style perfecto. Oui, et je vais l'imposer. Hein. Imposez-le. N'en déplaise à mes amis de Facebook. Ouais, gars a quel problème avec l'enfilage? Pourquoi ce gars n'enfile pas? Pourquoi ce gars n'enfile pas? Je n'enfile pas. Voilà. C'est la SAP. Voilà, c'est la SAP. Donc j'attends le prochain événement. Vous allez encore voir ce que je vais mettre. Ah oui. Vous allez aimer. Je ne suis pas un suiveur. Perfecto est un leader. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous ne voulez pas que je vous inculque cela avec douceur, je vais le faire avec brutalité. Il s'appelle Théophile Vianney-Bia. Et lorsqu'il nous retrouve, cela signifie que nous devons dire, voilà, qui est la température qui prévaut en kiosque, la quintessence de l'information parue au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri-hebdomadaire La Météo qui s'intéresse donc aux ventes promotionnelles. Le Mincommerce lance la 2e phase des caravanes. Cette information barre la une de ce journal qui nous précise en page 2 que le communiqué rendu public ce 23 février par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana précise que ces opérations organisées dans le cadre de la lutte contre la vie chère s'étendent sur l'ensemble du territoire national. Au bas de une, on s'intéresse à l'OMC. Thématique en négociation à l'OMC, le Cameroun affine ses positions. C'est à la faveur de l'atelier national préparatoire de la CM14 qu'a présidé ce 23 février à Yaoundé la secrétaire générale du ministère du Commerce, Brucille Miranda Metou, représentant le ministre Luc Magloire Mbarga à Tangana. Adduction en eau potable, Info Matin en fait sa une. Ce jour, plusieurs autres quartiers de Yaoundé connectés. Ce 23 février, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundoué Somba, qu'accompagnait le DG de la Camoite, Dr Blaise Moussa, a procédé à la mise en service officiel du projet de renforcement du réseau de distribution des Touguébé dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Panorama News en parle également ce matin et titre en une, eau potable, 10 000 mètres cubes de plus pour
la desserte à Etouguébé. La Kamouat rassure. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Ndoué-Somba procédé ce 23 février 2026 à la mise en service du projet de renforcement de l'étage de distribution des Touguébé à Yaoundé. Cette information est présentée en page 3. Médias et communication, le phénomène TVB, le lion du micro, c'est à lire en page 4. Dans un univers où l'information circule à grande vitesse, Théophile Vianney-Bia sort du lot. Sa manière de traiter l'actualité, notamment à travers la revue de presse, révèle une signature éditoriale rare. On en parle avec Panorama News qui présente le portrait ce matin en page 4. 3 mois après, les scellés sur la dépouille d'Anissé et Kane levée, c'est la une du journal Le Jour d'Aman Mana qui précise qu'une décision du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé prise ce 23 février 2026 revient donc sur cette affaire. Les suites de l'autopsie de l'enquête ouverte restent attendues par les avocats de la famille du défunt, d'après ce que nous dit Le Jour. Affaire Anissé et Kane, on en parle également avec le messager de Feu Pius Ndiawe. Voici le corps de votre fils, s'exclame ce journal. Après près de 3 mois de silence, de procédures et de douleur, les autorités ont finalement levé les restrictions sur la dépouille du président national du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, ouvrant la voie à des obsèques longtemps empêchées. La nouvelle expression reste également sur cette affaire ce matin et nous amène du côté du tribunal militaire, ici même à Yaoundé. Tribunal militaire, Yaoundé libère enfin la dépouille des Kane. Les scellés ont été levés ce lundi 23 février 2026 sur ordre du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé après les demandes insistantes de la famille, des avocats de la famille et des hommes politiques dont Jean-Michel Ninche et Maurice Kamto ces derniers jours. Ce journal parlons de cette affaire ce matin et nous la livre en une. Le Point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale s'intéresse au scanning au port de Douala, SGS Transatlantique Cyrus Ngor vers l'abattoir. Le Point s'interroge. Visiblement lâché par ses soutiens, le DG du PAD a fini par céder en suspendant partiellement et jusqu'à nouvel ordre les opérations d'inspection par scanner des flux conteneurisés par la société transatlantique SA. Cette information est à lire en page 11 du journal Le Point. La nouvelle de Jacques Blaise Envié parle également du scanning au port de Douala. Le groupe Brutus abat toutes ses dernières cartes. L'un des fils, entre guillemets, candidats de l'après-BIA indexé, d'après ce que nous dit ce journal, de la page 5 à la page 8. Le Firmament s'intéresse à cette autre actualité ce matin. Le journal de Parfait Haïti parle d'opération Épervier. Le tribunal criminel spécial a-t-il atteint ses objectifs? Le Firmament s'interroge. La libération d'anciens hauts responsables du pouvoir, autrefois condamnés à la prison centrale de Kondangui pour détournement de fonds publics, survenu vendredi 20 février 2026, remet au centre des débats les interrogations sur la finalité de cette juridiction en charge de garantir la justice et l'équité concernant les gestionnaires de la fortune publique impliqués dans les malversations financières. Malgré les condamnations et remises en liberté de quelques-uns, les richesses financières pillées par les coupables restent introuvables alors que la loi prévoit la restitution du corps du délit. Interrogation à retrouver en page 4 du journal Le Firmament. Opération Épervier, le tribunal criminel spécial a-t-il atteint ses objectifs? C'est bien sûr Le Firmament qui s'interroge. Coopérative Aden, Bengono et Canis Siméon Parfait, honoré pour ses bonnes performances managériales en sa qualité de PCA de la dite coopérative consacrée au développement de Nkolmewout, village situé dans l'arrondissement de Mbankomo proche de Yaoundé. Cet homme de terrain a été célébré à l'unanimité samedi dernier pour sa gestion efficace des activités rurales de sa localité d'origine au cours de l'Assemblée générale du groupe. Retour donc sur cette rencontre, c'est en page 5 de ce journal. Les du Sahel nous amène à lac d'eau. La pénurie d'eau révolte les populations. Le constat est fait par le journal de Guibaï Gatama qui présente l'information en page 5. Cameroun Tribune qui nous permet de refermer cette revue de presse s'intéresse aux collectivités territoriales décentralisées, à l'assaut de l'enclavement pour intervenir plus efficacement et plus rapidement sur le terrain. Plusieurs régions et communes se sont dotées de matériel de génie civil, ce qui permet notamment d'assurer l'entretien routier et de relever les défis de l'assainissement. Pagne du 8 mars, ça pédale dans les ateliers. Les couturières très sollicitées sont à pied d'œuvre depuis quelques jours pour satisfaire une clientèle pressante. Le journal Cameroun Tribune revient donc sur l'ambiance qui prévaut dans les ateliers de couture. C'est en page 11 ce matin. C'est bien sûr avec le quotidien à capitaux publics, ce journal bilingue, que nous mettons un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV.
ce mardi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs facilement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Imbattable, inattaquable et indétrônable reste votre fidélité. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. 10h, 11h52, vous êtes donc en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. On aura retenu avec certains journaux parutions de ce matin, Yaya Bello, que le corps d'Anissé Ekane a été définitivement remis à la famille depuis le 23 février 2026. Donc, débat clos. Oui, disons-le, heureusement, débat clos, parce que ce n'est pas évident. Vous vous souvenez qu'il y a une autre affaire, l'affaire Martinez Zogo, qui jusque-là n'a pas vu la restitution du corps de Martinez Zogo à sa famille depuis qu'il est décédé en 2023. Ça fait déjà maintenant 3 ans. Donc, vous voyez que dans le cas de Anissé Ekane, mort le 1er décembre 2026, 25, autant pour moi 25, c'est allé déjà pas mal, un peu vite. Je crois que c'est bien que le corps soit restitué et que la famille biologique, la famille politique et même disons la famille nationale puisse pleurer ce grand homme, un grand homme politique qui s'en est allé après beaucoup de combats politiques sur le terrain. Anissé Ekane, je l'ai vu pour la dernière fois le 10 octobre 2025, c'est-à-dire que nous étions à 48 heures de l'élection présidentielle. Nous étions invités dans une édition spéciale d'une radio internationale, ici à Yaoundé même, au Djeka Palace. Nous avions partagé ce plateau ce jour-là. Et je puis vous assurer que même ce jour-là, il était quand même souffrant parce que quand nous sommes arrivés au studio, c'était au premier étage de ce grand hôtel. Donc il est monté aux escaliers, il a fait un tour et il transpirait. Donc, bref, c'est triste de parler de lui comme cela dans le passé parce que je crois que, quoi qu'on dise, le Cameroun avait encore besoin de lui. Très bien. Parce que le combat politique pour l'émergence, pour la dignité du Cameroun, je crois que lui l'a porté et on pouvait encore compter sur lui. Mais hélas, le Seigneur a décidé qu'il en soit ainsi. Donc, à la famille, une fois de plus, toutes nos condoléances. Je crois que nous allons le pleurer comme cela se doit, parce que c'est un grand homme, peu importe ses choix politiques, peu importe son parti politique, peu importe ce qu'il a mené comme combat. Je crois que c'est un Camerounais, un digne Camerounais, un grand fils d'Afrique qui s'en est allé. Un digne Camerounais, un grand fils d'Afrique qui s'en est allé, Anissé Ekane, Alain Douk, sans triomphalisme, nous allons quand même dire que il y a 2 jours, c'est-à-dire dimanche, dans le cadre du programme Libre Expression sur Info TV, nous avons posé ce problème en ouverture pour savoir pourquoi le corps d'Anissé Ekane, les restes d'Anissé n'étaient pas véritablement donné à sa famille. 24 heures plus tard, il y a eu réaction et nous disons merci. Démonstration de ce que l'audience de cette chaîne de télévision va jusqu'aux endroits les plus ancrés dans le sérail. On pourrait dire certainement que ce qui s'est passé sur le plateau, la façon de traiter le sujet, a peut-être interpellé une dernière fois nos responsables sur la façon de gérer le cas de la dépouille du défunt et regretté Anissé Ekane. Je ne sais pas s'il faudrait dire que tout est bien qui finit bien. Non, dans le cas d'espèce, on peinerait à dire ça, mais disons que nous allons saluer finalement cette fin, ce dénouement plutôt pacifié sur le tard. Je veux croire que la famille sera ici apaisée, pourra faire pleinement son deuil, et c'est aussi le lieu parfait pour se remettre en question, pour ceux qui gouvernent, dans la façon de gérer certains dossiers, gérer certaines situations.
Vous savez, la brutalité ne résout pas tout, parfait. La brutalité ne résout pas tout. Il faut qu'on apprenne à se parler, qu'on apprenne à et pour s'en convaincre, hein, oui, lorsque vous avez une mouche téméraire voilà, qui se dépose sur votre testicule, vous ne prenez pas un marteau. Voilà, et même votre main à vous, Voilà. vous ne l'utilisez pas n'importe comment, vous ne l'utilisez pas avec la brutalité. La violence ne résout pas Voilà, tout. donc il faut, en tant que Camerounais, on se parle. Et puis, parfait, maintenant, je ne sais pas, pendant qu'on sort de cette histoire, est-ce qu'on a fait le point, finalement, sur les causes, notamment au travers des résultats d'autopsie? Disons quand même que les résultats de l'autopsie ne sont pas encore rendus publics. L'enquête qui avait été initiée, nous n'avons pas encore eu les résultats de cette enquête. Oui. Donc, présentons nos condoléances à la famille Ikané. Et je pense que Anissé restera à jamais gravé dans la mémoire collective camerounaise. De toutes les façons, Anissé restera gravé dans la mémoire des Camerounais. Il aura mené ses combats à sa manière. Il est parti, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il aura marqué son temps. Ne fût-ce que pour ces luttes, que sa mémoire repose en paix. 10h, 11h52. Une touche pause s'impose. Et si vous en avez convenance, on repasse la parole à Alain Douk cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Info TV est une télé citoyenne et nous sommes intéressés en tant que télé citoyenne par des dysfonctionnements dans les différents écosystèmes qui caractérisent la vie et la dynamique d'État. Donc là, ce matin, sous le couvert de l'anonymat, il y a un de nos téléspectateurs qui tient à dénoncer des dysfonctionnements dans le système éducatif privé anglophone. Donc, ça va donner du grand amour à Madame le ministre et ses services pour arranger les problèmes qu'il y a dans ce secteur d'activité-là, en tout cas, dans ce segment de son activité et de son magistère. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il dénonce le mauvais fonctionnement de certaines écoles secondaires privées, notamment à Yaoundé, parce qu'il est enseignant à Yaoundé. En particulier dans les sections dites anglophones qui ne respectent pas les normes du système éducatif anglophone. Des propriétaires créent des établissements et confient la gestion de ces sections à des personnes sans compétences réelles dans le système anglophone. Ayant moi-même été formé dans ce système à Bamenda, je constate que ce qui est présenté comme section anglophone, entre guillemets, parfois ne correspond pas à sa réalité. Beaucoup de parents, souvent francophones, ne maîtrisent pas ce système et inscrivent leurs enfants sans pouvoir vérifier la qualité réelle de l'enseignement, ce qui met en danger l'avenir scolaire des élèves. J'y ajoute des pratiques académiques troublantes, notamment le fait de faire composer des élèves de DCE Ordinary Level, équivalent du BEPC, en forme 4, ou même composer le DCE Advanced Level, équivalent du baccalauréat, en lower 6. Bref, la progression normale n'est pas respectée, ce qui affaiblit gravement le niveau des élèves. Un autre problème, c'est le recrutement et la promotion d'enseignants qui ne maîtrisent pas les matières qu'ils enseignent. Certains sont même nommés chefs de département alors qu'ils ne possèdent ni les compétences suffisantes ni les compétences pédagogiques nécessaires pour encadrer leurs collègues. Cette situation crée un paradoxe où
Des enseignants plus compétents se retrouvent sous l'autorité de responsables pédagogiquement faibles, ce qui désorganise le travail académique et perturbe gravement l'apprentissage des élèves. Enfin, je dénonce un cas de représailles professionnelles me concernant personnellement. Dans un esprit de collaboration, j'ai simplement évoqué avec certains collègues la nécessité, de temps à autre, de nous retrouver pour échanger et discuter du travail pédagogique dans notre département. Cette démarche, pourtant informelle et sans intention particulière, a néanmoins été mal interprétée, au point que j'ai été perçu comme une menace. À la suite d'une absence d'une seule journée pour raison de santé un vendredi, et pourtant signalé le jour même, j'ai constaté autant pour moi que j'avais déjà été remplacé dès le lundi suivant, dans un climat marqué par des craintes et des décisions précipitées. Le remplaçant n'a pas assuré les cours de manière satisfaisante. Les élèves ont exprimé leur mécontentement, tant en mathématiques qu'en economics, discipline qui exige une maîtrise approfondie et une continuité pédagogique. Les difficultés rencontrées ont rapidement mis en évidence les limites de ce remplacement. Face aux plaintes des élèves et aux insuffisances constatées, l'administration a été contrainte de me rappeler. À mon retour, mes heures de mathématiques m'ont été restituées, cette matière nécessitant une prise en charge adéquate. Toutefois, mes heures d'économics m'ont été retirées complètement sans justification pédagogique claire. Aujourd'hui, dans un tel contexte, dois-je rester dans un établissement hostile au risque de subir d'autres représailles ou me retirer pour préserver mon intégrité professionnelle? Je précise que, comme j'enseigne mathématiques et economics, grâce à mon travail et à mes cours de répétition à domicile, je peux subvenir à mes besoins sans dépendre de cet établissement. Donc, ma seule crainte est de voir les élèves être abandonnés entre les mains de certains enseignants qui ne leur garantissent ni encadrement sérieux, ni avenir académique solide. C'était ça, sa dénonciation. Alors, avant de passer la parole à nos amis sur le plateau, j'ai une ou deux préoccupations. Je ne sais pas si le monsieur qui dénonce, il est enseignant, formé, ou alors c'est ce qu'on appelle vulgairement vacataire. Ça, il dit que lui, il a fait le système anglophone, mais j'ai l'impression que là, c'est vacataire. Parce que là, tel que j'écoute, j'ai l'impression qu'il est dans un collège, oui, dans un établissement privé. Il dénonce ce qui se passe au privé. Je soupçonne également donc qu'il est vacataire. Oui, possiblement. Il doit être vacataire. Je commence par Ibrahim. Ibrahim Maxime Julien, le monsieur dénonce quand même une série de choses. Votre regard? Alors, premièrement, je vais apprécier l'objet de la dénonciation dans la partie où il veut se rassurer que l'éducation qu'on donne à nos enfants dans le système anglophone soit véritablement consistant. C'est vrai qu'en écoutant ces propos, j'étais très attentif à la fin parce que la question que j'allais poser à Lendouk, mais qui est ce monsieur ? Et pourquoi est-ce qu'il se plaint? Et à la fin, il a chuté en nous disant pourquoi est-ce qu'il se plaint? Parce qu'en fait, il a eu des problèmes avec sa hiérarchie. Tout à fait. Et donc, ça devient une situation où, en réalité, il y a opposition entre une hiérarchie qu'il critique. Ça, il faut le rappeler. Et il ne critique pas de la moindre des manières. Et sa position. Disons qu'il a été formé. Vous savez, quand une personne vient et se plaint, la Bible dit elle a raison. Puis vient la partie adverse et on examine. Donc, la première chose que je mets sur la table, c'est est-ce que véritablement ce monsieur dit la vérité stricto sensus? C'est la première question que moi je me pose. Parce que c'est quelqu'un qui est frustré, qu'on a remplacé, qui est énervé, qui n'a plus toutes ses entrées parce qu'on lui a remis la mathématique, on lui a pas remis les cours d'économie. L'argent a baissé. L'argent a baissé, donc systématiquement quand il parle, il peut arriver, je n'ai pas dit que c'est le cas, mais il peut arriver qu'il exagère un tout petit peu. Nous sommes dans une... Je ne protège pas le système éducatif, moi je veux la performance. Non, vous analysez. Je ne fais qu'analyser, il peut arriver, ok? Quand il a commencé avec les menteurs sur le fait qu'on ne maîtrise pas le système anglophone, oui. Aujourd'hui, au Cameroun, on a su la promotion du bilinguisme. On voit de fil en aiguille des établissements qui naissent avec des complexes bilingues parce qu'on veut que les Camerounais soient équilibrés à la fois dans le système francophone que dans le système anglophone. Donc je peux comprendre que oui, il y a cette présence-là et je ne suis pas trop certain que ceux qui dirigent la session anglophone soient forcément des personnes qui ont eu la formation anglophone. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec lui. Mais il y a plein de choses qu'il dit là
que je doute très fort que la directrice ou le directeur de son collège là est d'accord avec ça. Donc maintenant, subitement, lui, il n'a pas investi pour mettre un collège, n'est-ce pas, parfait ici? Pas du tout. Il a enseigné. Le monsieur qui a investi dans l'éducation là, lui, il n'aime plus les enfants, quoi. Donc il allait prendre ceux qui ne foutaient rien, qui ne sont pas capables pour venir donner du n'importe quoi aux enfants. C'est ça qu'il est en train de dire. Non, il faut questionner cette situation-là. Merci. Hein. Alors, c'est vrai quand même que Ingrid, pour toi qui es parti de l'autre côté, moi je t'informe hein, que depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, il y a comme une forme de mode au Cameroun. De plus en plus, nous, parents francophones, nous inscrivons nos enfants dans des établissements dits anglophones, donc pour la formation anglophone. Le monsieur dit également quelque chose que je peux quand même estimer fondamental. Il dit que c'est bien beau que nous allions dans ce système, mais il dénonce le fait que le système en question n'est pas respecté. C'est-à-dire, nous prenons la ville de Yaoundé, oui, section anglophone, mais quand tu vas à l'intérieur, tu te rends compte qu'il n'y a rien vraiment de système anglophone. Il paraît, pour les anglophones que nous regardons ce matin, que le système anglophone a ses spécificités. Merci pour le mot, Alain Douk. Donc, quelque part quand même, cette dénonciation, à certains niveaux, est pertinente. Ok, merci parfait pour contextualiser à nouveau ce système éducatif. Déjà, c'est une très bonne chose qu'au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, on puisse généraliser le système anglophone. Parce que moi, par exemple, et certains peut-être ici sur le plateau et nos téléspectateurs n'ont pas eu cette chance, cette grâce d'avoir ces deux possibilités, d'autant plus que le Cameroun est bilingue. Enfin, c'est le Cameroun qui est bilingue, hein, et non le Cameroun. Non, mais ça commence là, les écoles qui essaient de donner le bilinguisme. Vous voulez quoi là? Voilà l'État qui fait un effort. Voilà, donc je pense que c'est déjà très appréciable et très louable. C'est un pas, même si c'est un petit pas. Ouais. Maintenant, pour ce qui se fait concrètement sur le terrain, je pense que par rapport à ce monsieur-là, j'ai aimé l'analyse d'Ibrahim. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se sous-entendre. Et on n'a pas le monsieur en face de nous pour lui poser directement les questions. Et comme il a dit, je pense que le fondateur de cet établissement ne l'a pas fait juste pour animer la galerie. Donc il y a aussi des enjeux pédagogiques, la transmission, l'éducation. Maintenant, excuse-moi, parfait, mais ce n'est pas parfait. Rien n'est forcément parfait. Ben voilà. Alors ce que je pourrais dire tout simplement, c'est qu'il y a souvent une inspection. Une inspection qui peut faire la descente sur le terrain, pas forcément pour confirmer ses propos, mais pour voir ce qui est fait et qu'est-ce qui peut être ajusté dans la mesure du possible, parce que rien n'est souvent parfait. Et maintenant, on peut corriger sans toutefois faire un tapage médiatique. Après, quel est le véritable système, le business model? Quel est le véritable modèle de l'éducation anglophone? Est-ce que c'est ce qui est fait, qui est exactement implémenté ou pas? Si ce n'est pas le cas, on peut réajuster. Si c'est le cas, bon, il faut juste vérifier à ce que les process soient effectivement mis en place pour le bien-être des enfants. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain et c'est le fer des nations, comme dit notre très cher président de la République. Yaya Bello, il y a également un autre phénomène. Il y a des établissements bilingues. J'ai peur de dire des établissements dits bilingues. Et je prends encore le cas de Yaoundé, ou alors les zones francophones. Certains établissements sont dits bilingues. Lorsque vous arrivez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand penchant francophone. Vous voyez, on dit bilingue, ça devrait être du 50-50. Effectivement. C'est le cas, par exemple, des lycées publics. Là. Vous entendez parler, par exemple, du lycée bilingue des Sources. Voilà. Quand vous entrez là-bas, on a envie de dire que c'est le lycée bilingue francophone des Sources. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas verser l'eau du bain avec le bébé à l'intérieur. Je crois que dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il faut le reconnaître, parce que l'État à lui seul ne pouvait pas répondre aux besoins de formation en termes dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il y a eu l'initiative privée, et l'État a encouragé l'initiative privée, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de collèges, beaucoup d'instituts qui forment les jeunes Camerounais dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que c'est parfait?
Bien sûr, ce n'est pas du tout. Est-ce que c'est moi? Voilà, ce n'est pas parfait ici. Parce que parfait ici est presque parfait. mais non, bon, il ne peut pas aussi être parfait. Tout à fait. Donc, si le monsieur, je crois que quand il parle, je crois que c'est un enseignant dans un Oui, c'est un enseignant. Il dit que on fait composer les élèves à ordinary level en 3e. C'est un problème. Parce que normalement, dans le système anglophone, on fait le GC Ordinary Level, qui est l'équivalent du BPC en seconde. Je crois il parle de from 5, je crois. Voilà. Alors, s'il dit qu'on fait le Advanced Level, GC Advanced Level, qui est l'équivalent du bac en premier, ça c'est un problème. C'est pour ça que je suis d'accord qu'il faut... Il faut dire que même pour le cas francophone, on a souvent eu des cas, bon, on estime que certains enfants sont très intelligents, ils sont en 4e, on les fait composer le BPC. Et parfois ils obtiennent le BPC et ils passent directement en seconde. Mais quand on fait ça, on n'a pas fait composer toute la classe de 4e pour aller faire le BPC, parfait. Donc le monsieur s'il dit que tout Yaoundé, tous les établissements, il a fait la quête. Donc, moi en tout cas je n'ai pas je remets la parole de d'où dans le besoin d'inspection, comme madame le disait, je crois que c'est une bonne proposition. Il faut aller inspecter, il faut que les inspecteurs, l'inspecteur en tout cas compétent, l'inspecteur pédagogique compétent de ce secteur-là aille le faire. Entre-temps, je ne vous interromps pas. Je vous pose la question que j'ai posée tout à l'heure à Ingrid. J'insiste sur cette question, elle est fondamentale. Aidez-moi à approfondir la réflexion. Ce système anglophone que l'on applique dans certains établissements au Cameroun, est-ce que c'est le vrai système anglophone qui doit être appliqué, tel qu'on voit peut-être dans des établissements à Bamenda, à Bouya, à Limbe, à je sais pas moi quoi. Ou alors, bon, c'est devenu aussi un business, comme c'est à la mode, que les enfants vont s'inscrire dans les établissements dits anglophones. Quelqu'un crée une histoire au quartier, et met établissement anglophone et francophone. Allez, tout le monde insiste ses enfants au niveau anglophone, mais ce n'est vraiment pas le vrai système anglophone. Il paraît que les anglophones sont rigoureux dans le système-là. Je suis absolument d'accord avec vous, parfait, ici, parce que moi, j'ai fréquenté, j'ai fait toutes mes études ici à Yaoundé. Je vous assure, certains établissements dits anglophones ne sont que anglophones de nom. Voilà. Mais par contre, il y a des établissements anglophones tenus par des anglophones. Oui. Et où on a le vrai système anglophone. J'ai par exemple un établissement, je ne vais pas faire la publicité, où mon petit frère a fréquenté de la maternelle au bac. Jusqu'au bac, jusqu'à avoir obtenu le advanced level. C'était les anglophones purs. Et là, c'est un anglophone pur. C'est-à-dire que quand vous arrivez là-bas, le francophone qui vient là, c'est pour faire les cours de français. N'a rien à voir avec d'autres systèmes. Mais par contre, vous avez aujourd'hui des établissements qui prolifèrent là dans nos villes où on met anglophone. Quand vous entrez là, c'est les francophones qui ont été formés au système francophone. Est-ce que c'est sérieux? Même quand tu vois vraiment un monsieur qui a été formé de la maternelle jusqu'à l'université dans un système francophone, un bon matin, le gars là va déjà enseigner dans un système purement anglophone. Voilà. Est-ce que, bon, je vais parler comme quartier, est-ce que ça donne? Ça ne donne pas. Vous le trouvez là en train de faire la chimie. C'est-à-dire qu'il fait juste la translation, le mot pour mot, il fait ça ne donne pas. C'est pour ça que je dis que... Et le monsieur de la dénonciation est également en train de le faire savoir. Ce qu'il dit n'est pas fondamentalement faux à verser. Bon, maintenant il y a un dosage de subjectivité. C'est parce qu'il a un peu énervé. On lui a retiré ses cours. Et l'argent a baissé. L'argent a baissé. Bon, il y a cette subjectivité-là. C'est humain. Mais le problème, il est fondamental. Il est fondamental. Il ne faut pas le diluer parce qu'aujourd'hui, même dans mon quartier, là, il y a un grand établissement, là, on a mis institut quoi anglophone. Vous entrez là-bas, je vous assure, les enseignants sont des francophones qui s'en sortent un peu bien en anglais. Ils vont faire, donc,
Il n'y a pas. Donc, moi, je crois qu'il faut revenir, il faut une inspection et une bonne inspection parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'inspection aussi est devenue juste une formalité, c'est-à-dire que quand les inspecteurs viennent, ils savent que bon, le chef d'établissement va les recevoir à la fin avec une enveloppe et puis fermer les yeux sur beaucoup de choses. Ils passent donc. Il y a tout ça qui mine la société. Mais sinon, je dis, il faut encourager ces ordres d'enseignement pour qu'on conçue un pays où on n'aura plus de francophones et anglophones. On aura juste les Camerounais qui sont moulés dans les deux systèmes et qui sont des hommes intègres et des femmes intègres. En attendant y arriver, si on dit donc qu'on a un système anglophone qui obéisse vraiment aux règles de ce système-là, et en posant la question à l'Indo que nous interpellons de manière polie, hein, le professeur, elle-même est une enseignante de haut vol, Madame Nalouva Lyonga, ministre des enseignements secondaires, comme elle est même aussi anglophone, qu'elle puisse regarder cette affaire avec grand intérêt. Madame le ministre, nous vous interpellons de manière donc polie et d'essayer un peu de voir l'affaire même qu'on dit là qu'il y a trop d'établissements anglophones là. Est-ce que c'est vraiment le système anglophone au sens premier du terme qui est prôné de ce côté à l'Indouk? Mais parfait, on dirait que tu as juste vocalisé ce que j'avais dans l'esprit. Ça allait être ça mes premiers mots. En fait, moi, vous allez remarquer mon analyse sur le sujet. Madame le ministre, cet enseignant vacataire interpelle. C'est un lanceur d'alerte pour que vous et vos services vous mettiez en branle pour aller voir exactement ce qui se passe là-bas dans ces écoles dites privées qui offrent des prestations dites de section anglophone. Parce que c'est ce qu'il dénonce. Il dit je dénonce le mauvais fonctionnement de certaines écoles secondaires privées à Yaoundé, en particulier les sections dites anglophones qui ne respectent pas les normes du système éducatif anglophone. Et je pense que notre monsieur a autorité pour le dire. Pourquoi? Il dit lui-même qu'il a fréquenté à Bamenda. Il a été formé à Bamenda. Dans ce système pur. Voilà. Et quand je regarde sa façon de rédiger le français, j'ai l'impression qu'à la base c'est un francophone, mais qui a fait ses classes là-bas. Donc il connaît comment ça se passe. Il parle d'abord très bien. Voilà. C'est lui qui écrit. Voilà. C'est même très bien écrit. Voilà. Et il fait le rapprochement. Il dit non, ça c'est une imposture. Maintenant, je regarde chacun de vous dans les yeux. Qui parmi vous va nier que nous sommes épinglés comme étant le pays du faux? Vous pensez que c'est dans le système éducatif qu'on n'aura pas le faux? Vous voulez que moi je vienne dire à mon dos, disons que c'est un pays du faux? Et parmi vous avez regardé dans les yeux, va dire que nous ne sommes pas des gens qui avons normalisé ce qui est totalement à côté de la norme. Voilà, c'est un monsieur qui avait dit ça. Il avait ses raisons. Donc en fait, c'est ce que le monsieur nous dit. C'est-à-dire qu'il y a des bons petits imposteurs, des petits flécheurs, notamment comme on a fait donc de l'éducation aussi. Un business. Un business. Mais quand les gars veulent vite gagner de l'argent, vous pensez qu'ils veillent trop à respecter? Quel est le profil vraiment où je veux créer la section anglophone là? Est-ce que vraiment c'est le bon profil? Puisque pour des cas, je ne t'interromps pas Alain, pour les cas en zone francophone, les vrais enseignants typiquement anglophones sont rares. Voilà. Sont rares. Donc on prend un petit étudiant là, comme on le lance dans le... Moi je pense qu'il a raison. C'est vrai qu'en arrière-plan il y a une petite frustration, mais j'ai l'impression qu'il est très objectif. Il y a aussi quelque chose qu'il faut ajouter. Je crois que la tolérance administrative joue aussi en défaveur. Est-ce qu'on fait la tolérance administrative quand on parle de l'éducation? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, prends quelques exemples là. Pour construire, pour avoir un établissement scolaire, il faut avoir de l'espace par exemple. Tout à fait. Aujourd'hui, là, vous partez là, il y a des établissements qui n'ont pas d'espace. Dans les sous-quartiers. Dans les sous-quartiers. Parfois, c'est une maison qu'on loue comme ça. Ouais. Ça devient un établissement. Il n'y a pas d'espace. C'est la chambre, c'est la 6e. Voilà. Le salon, c'est la 5e et 4e. Voilà. Les toilettes, c'est la seconde. Il y a l'aspect que vous avez chargé, mon dénonciateur là-bas. Il y a l'aspect que vous avez laissé. Les gars ont essayé, ça les a dépassés. On a donné mathématiques. Et ils vont commencer à les apprenants. Là, on ne comprend plus rien. Donc, je crois que la tolérance administrative ne doit pas devenir la
paresse administrative ou alors le laisser aller. C'est-à-dire, vous avez les établissements scolaires aujourd'hui, les enfants font le sport, le PE sur le goudron, sur la voie publique. Vous voyez ça. Voilà. À la rentrée, là, chaque année, on a les listes des habillements qui sont clandestines, qu'il faut bannir. Mais vous êtes surpris que les parents vont inscrire, les enfants continuent toute l'année et ils sont mal formés. Donc je dis à Madame la ministre que vous avez interpellée tout à l'heure, Madame la ministre, l'éducation c'est le fondement d'une nation. C'est-à-dire que quand vous avez raté la formation de votre jeunesse, vous avez raté la construction d'une élite. Tout à fait. Donc il faut arrêter avec cette tolérance administrative. Le système anglophone a une tradition, c'est une valeur. C'est-à-dire ce n'est pas que parce que, moi par exemple, je ne peux pas dire que parce que bon, je m'exprime bien en anglais, je me retrouve dans le système, ou bien on va puiser les enfants, ou les étudiants. Non, c'est pas ça. Il faut revenir à l'orthodoxie. Et je vous assure, les établissements anglophones tenus par les anglophones, je vous dis, c'est exceptionnel. Comme l'exemple de l'établissement que je vous ai pris où mon petit frère a été formé. C'est un établissement exceptionnel. Mais pourquoi? Parce qu'on ne triche pas. Parce que c'est pas l'imposture. Très bien. On lui dénonce ces impostures anglophones pour rien. On doit aussi dire qu'il est un peu énervé. Il est totalement énervé. Alors, nous allons prendre les messages, les contributions, les premières de ce matin. Allons d'abord plus 41. C'est un message qui nous vient de la Suisse. Bonjour, Perfecto Lonkuta des modérateurs. Le trilinguisme est une chance. Nous qui vivons en Suisse, Allemagne, Angleterre, États-Unis, Espagne, avons l'avantage de pouvoir nous intégrer facilement. Les professeurs doivent dire aux enfants que c'est pour l'avenir. On ne nous disait pas à l'école pourquoi on apprenait les langues. C'est bien d'en parler. En Suisse, nous avons 4 langues officielles et une 5e qui est l'anglais. Il y a des Suisses allemands, des Suisses romans, des Suisses italiens et des Suisses qui parlent le romanche. Chaque région respecte sa langue et n'oblige personne à parler parfaitement les 4 sur 5 langues officielles en plus des dialectes suisses. Un autre message ce matin, alors que nous dit ce monsieur? C'est un message qui nous vient du plus 49. C'est un message qui vient de l'Allemagne. Bonjour parfait ici. Comment comprendre qu'en Allemagne, nos frères du système anglophone ont du mal à faire des études de façon sereine dans les écoles et universités allemandes. Ils ont presque tous le réflexe de chercher des écoles où les cours se font en anglais. Ils sont toujours surpris de voir les francophones achever leurs études dans le système allemand avec aisance. Bon, vous posez un autre problème, hein? Alors, un autre message ce matin. Bonjour au panel, je m'appelle Marcel Fouda, ancien inspecteur national du bilinguisme, dont constructeur de l'éducation bilingue. Je voudrais vous dire qu'il y a 3 filières dans le secondaire. La filière francophone, la filière anglophone et la filière bilingue. La filière bilingue conduit à des certifications bilingues, du BEPC jusqu'au baccalauréat. Je vous le dis en ma qualité de concepteur du programme spécial d'éducation bilingue. Même du côté du GCE, il y a aussi des modules bilingues. Un autre message ce jour que dit le téléspectateur. Bonjour à vous sur le plateau. Le problème de l'enseignement dans les collèges privés est très profond dans notre pays. Je tiens d'abord à vous dire que l'élève est considéré comme un client qu'on ne veut pas perdre au détriment de l'autorité de l'enseignant. Mais tenez-vous tranquille, l'éducation réelle de ces jeunes n'est pas la priorité de ces chefs d'établissement. Figurez-vous qu'au niveau de l'enseignement technique, on vous parle des taux forfaitaires du fait du volume horaire assez important. Et quand vous essayez de calculer, l'heure revient à 400 francs. Ces derniers s'arrangent à recruter ceux-là qui ne peuvent rien revendiquer. Les bénis, oui, c'est Delphin des Manas. Et apparemment, ce sont des incompétents. Oui. Bon. Parce que les gars qui ont de la valeur... Ne vont pas accepter 400 francs. C'est ça. Allons au 212, c'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour parfait ici, le Nyokon de la modération.
C'est un mot marocain, j'espère. Je ne sais pas si c'est un mot marocain. Les Nyokon, non, c'est pas les gens du Maroc. C'est pas les gens d'Alendou. J'aimerais commencer par adresser mes félicitations au célibataire Alendou pour sa dédicace. Pourquoi souligner célibataire? Moi-même, je m'a demandé si ça j'étais là. Outre la dédicace, la série dans laquelle il joue est diffusée par TV5. Bravo Alendouk, on peut dire que tu as brise. J'espère que tu auras bien mis les nerfs dans la série là. On veut voir tes talents d'acteur. Pour sortir, je souhaite une dernière chose. Marie-toi. Voici la sagesse du jour. Le chat qui pense à demain ne mange pas une souris enceinte. À demain 10h. Décidément, il y a beaucoup de choses au Maroc. C'est un Camerounais, téléspectateur particulier. Ah, ok. Bonjour parfait, bonjour au panel. Je voudrais dire que les lycées bilingues ne sont pas bilingues. Ce sont des deux établissements distincts qui cohabitent. Qu'est-ce qui est donc bilingue là? Sauf que nous ne comprenons pas bien le français. Quand on dit bilingue, ce n'est pas deux choses. Je pense que c'est ce qu'il dit là, parfait. Les impostures, c'est-à-dire quand ça, c'est que. Voilà, Yaya disait tout à l'heure. Parce que quand on dit lycée bilingue des sources, vous arrivez là-bas, vous allez voir un côté anglophone et un côté francophone. Est-ce que c'est ça un lycée bilingue? Bon, passons. Il y a l'inspecteur qui nous a dit qu'il y a trois catégories. C'est deux choses. Alors, un autre message qui nous vient de l'Allemagne, c'est le plus 49. Je dis toujours que le meilleur système éducatif est le système français. C'est un système qui ouvre l'esprit et te permet de t'adapter dans n'importe quel système. Russie, Chine, etc. La seule chose qui manque au système français, c'est l'alternance avec la pratique dans les laboratoires du lycée. Merci. Prenons peut-être 2 ou 3 dernières contributions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour, monsieur Parfait Haïssi. Prière de faire un tour au CS de Fifinda par Kribi. Notre système éducatif laisse à désirer. C'est Luc depuis Kribi qui envoie ce message. Je connais bien Fifinda. Hein. Je passe souvent par là quand je vais à Kribi. Alors bonjour parfait. Avant la crise anglophone, le sous-système anglophone était fortement concentré au nord-ouest et au sud-ouest. Avec la crise, beaucoup d'anglophones se sont retrouvés dans les zones francophones et nous avons vu beaucoup d'établissements du sous-système francophone transformés en établissements bilingues. Avec ces transformations, les enseignants formés dans le sous-système anglophone se sont retrouvés minoritaires face au nombre de lycées devenus bilingues. Je veux vous rassurer que pour avoir un enseignant anglophone à Yaoundé, c'est la magie. Je l'ai dit forcément. Ce n'est pas facile. Forcément. Ce n'est pas facile. Et quand il faut encore trouver celui-même qui est compétent, ça devient compliqué. Hein? Parce qu'il y en a également certains enseignants là, anglophones qui parlent le pidgin. Alors, un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Belle dénonciation, mais je ne suis pas d'accord avec Ibrahim. C'est un problème que j'ai vécu aussi dans quoi? Mais dans l'enseignement privé universitaire. Vous devez comprendre que les propriétaires de ces écoles sont des businessmen et les étudiants sont considérés comme des clients. Les quotas de cours ne sont pas respectés, entre autres les enseignants qui viennent du système francophone qui enseignent les anglophones juste parce qu'ils s'expriment en anglais. Et même le contenu des cours ne correspond pas. Il y a énormément de choses à dénoncer sans même compter les salaires qui ne se payent jamais à temps et parfois des mois cumulés. J'ai eu à dénoncer une université de la ville de Douala chez son tuteur, l'université de Boya, au point où ils se sont vus l'arrêt de leur partenariat avec l'université de Boya. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, c'est Dr Lebon qui envoie cette contribution. Alors, un autre message, hein, que dit le téléspectateur. Bonjour, espace miné, c'est Emmanuel depuis Yaoundé. Je suis un anglophone. J'ai été victime de ces systèmes de raccourcis avec le GCO et Level. Pardon. À Fomfort, avoir cette...
avoir ce diplôme, mais étant en fac, après j'ai constaté les étapes que j'ai eu à sauter. Ça a failli me rattraper. L'État a abandonné de l'éducation entre les mains des privés, sans encadrement profond. Et en plus, à Yaoundé, la discipline n'est pas observée comme dans les vrais établissements anglophones. La discipline est la base d'un établissement anglophone. C'est vrai, hein. J'ai souvent apprécié cette discipline au niveau des établissements anglophones. Un niveau parfait, tout le monde est un mini. Oui, la discipline d'hygiène. Et ils ont une manière de s'habiller, ils sont propres. Les cheveux sont presque congolais bons, femmes comme hommes. Qui entre à l'intérieur. On est quitté de l'ouest, on est arrivé au centre. Il y a encore des filières qui entrent en compte. Parfait ici. Vous voyez qu'on continue. Non, on n'a pas dit qu'il Ce n'est pas qu'une affaire de langue. C'est une affaire aussi de culture. Les anglophones ont une culture. Moi, par exemple, je suis juriste. Il m'est souvent arrivé d'aller intervenir dans les tribunaux au nord. Elles ont leur affaire de common law. Oui, vous arrivez là-bas dans un tribunal. Que vous soyez parti au procès, ou bien personnel de la justice, ou même un avocat, tous vous êtes habillés en costume. Je suis fermé. Personne n'entre là-bas comme ça. Mais vous arrivez ici dans les tribunaux à Yaoundé, à Douala, les gens entrent en babouche, en sandalettes, en culottes, partout. Parfois, vous voyez même des... Donc, il y a aussi une affaire de culture derrière cela. C'est pour ça que je dis que c'est un problème fondamental que cette dénonciation pose. Ce n'est pas une affaire de langue, de translation. Je ne dis pas de traduction, de translation, parce que les gens font la translation. Parce que tu fais la translittération du mot translation. Même dans le système juridique là, le common law c'est une chose, un état d'esprit différent du droit commun là qu'on a inspiré du droit français, du droit révolutionnaire français. Donc c'est un problème fondamental que nous posons comme ça à Madame la ministre, pour que dans les villes, dans la partie dite francophone du Cameroun, qu'on revoie bien cette affaire du système, écoles anglophones. Des écoles anglophones qui, comme on a dit, est devenu un business. Moi, je dois dire une chose, hein, Alain Douk. J'avoue que si je devais renaître à partir de la maternelle, je m'inscrirais en système anglophone. Ah oui. Vous savez pourquoi? Rigoureux. Vous l'avez déjà dit. Ils sont très rigoureux. Ils ont une manière de faire. Vraiment, soyons leurs amis, ne soyons pas leurs amis. Voilà peut-être même pourquoi parfois nous nous entendons pas. Oui, tu sais pourquoi je les soutiens? Parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de les dévoyer. Je te jure que même culturellement, il y a un gap entre nous. Nous, on est là, la culture française là. On est dans la parlotte. Ouais. Les gars, ils veulent seulement convaincre par la parole. Eux, ils sont pragmatiques. On parle moins, on agit. Ouais. C'est tout. Chez nous, les gars sont là, ils veulent t'embrouiller le discours du matin au soir. C'est pas possible. On raconte des choses, mais parfois des balivernes. Des mensongers. De toutes les façons, nous souhaitons beaucoup de courage à notre dénonciateur. Remettez les cours d'économics. Non, professeur. Remettez les cours d'économics à notre ami là. Vraiment. Et quand je le lis, je l'écoute, je me rends compte que c'est un garçon qui aime son travail. Ah oui, qui aime son travail. Vraiment, remettez-lui ses cours. Parce que l'argent a baissé et ce n'est pas bien. 10h, 11h52. Nous marquons une autre touche pause.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Nous sommes mardi, tous les mardis nous parlons entrepreneuriat, tous les lundis nous parlons politique, tous les mercredis nous parlons diaspora, tous les jeudis nous parlons spiritualité, tous les vendredis nous parlons société. Donc, comme nous parlons donc de l'entrepreneuriat ce matin, une interrogation fondamentale, Ibrahim, peut-on vendre lorsqu'on n'est pas connu? Oui, parfait. Ici, merci pour cette parole qui est donnée. On peut effectivement vendre lorsqu'on n'est pas connu, parce que les plus grands vendeurs aujourd'hui qui sont connus ont commencé quand ils n'étaient pas connus. Donc, de toutes les façons, on peut commencer. Mais il faut peut-être rappeler à nos collègues entrepreneurs qui sont là et qui nous écoutent que l'une des règles lorsqu'on commence, c'est que en réalité, les gens n'achètent pas toujours une marque. Ils vous achètent vous avant d'acheter la marque. Ils achètent quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un qu'on a recommandé, quelqu'un qu'ils ont vu faire les choses en vrai et ils peuvent attester en Afrique qu'effectivement c'est comme il fait là, comme il a dit là qu'il est capable de faire. Donc à un moment quand on n'est pas connu, la priorité n'est pas d'abord de chercher à vendre, la priorité c'est chercher à être visible. Parce qu'il faut pouvoir exister avant de proposer un produit. Si quelqu'un vient vous vendre un produit et que vous estimez qu'il n'est pas quelqu'un de confiance ou qu'il est peu recommandable, vous n'allez pas lui acheter son produit. Donc avant d'arriver au produit, on commence d'abord par acheter la personne qui est en train de présenter ce produit-là. Maintenant, est-ce qu'il existe des techniques quand on est justement tout au début et puis on veut lancer? Oui, on peut en donner au moins 3 ici, il y en a toujours plusieurs et je pense qu'il y a des experts sur le plateau qui vont nous aider dans ce sens. On peut parler premièrement de la technique du cercle chaud. Ça veut dire quoi? Le cercle chaud, en fait, c'est le cercle de ceux qui te connaissent déjà et que tu connais en réalité. C'est-à-dire tes amis, les membres de la famille, les anciens collègues, les anciens camarades de classe, tous ces personnes, les voisins. Moi, je connais plein de personnes qui ont commencé un petit business, ils ont commencé à informer leurs voisins et les voisins ont passé des commandes. Donc, on commence d'abord avec la technique du cercle chaud en allant vers des personnes en réalité qu'on connaît déjà, bien qu'on ne soit pas connu sur la scène nationale, régionale, etc. Parce qu'il faut même dire que sur le plan des premiers revenus, 80% des premiers revenus proviennent du cercle chaud. Ça, les entrepreneurs doivent le connaître. Il y a beaucoup là, ils connaissent, ils se lancent pas, ils disent que qui va d'abord acheter, on n'est pas connu. Non, mais vous êtes connu par votre famille, vous êtes connu par vos amis, vous êtes connu par vos camarades, vous êtes connu par vos collègues, vous êtes connu par vos voisins. Donc, commencez avec le cercle chaud. La deuxième chose, ou deuxième technique qu'on peut également utiliser pour pouvoir vendre lorsqu'on n'est pas encore quelqu'un de connu comme le quota de modération, c'est qu'on peut, il y a la méthode de la présence physique. La présence physique. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on commence à se méfier un tout petit peu. En Afrique, hein, je reste en Afrique, je ne parle pas de façon globale dans le monde. On commence à se méfier de ce qu'on voit en ligne. Il y a des gens qui me disent, j'ai commandé, ce n'est jamais arrivé. Tu commences à, tu vois comment c'était beau, hein, mais quand c'est arrivé, c'est une histoire de pacotille. En fait, les gens sont méfiants. Et parce que les gens sont méfiants, il est intéressant et nécessaire pour les entrepreneurs de descendre sur le terrain et de dire, écoute, bonjour madame la PDG ou monsieur la PME ou madame la PME, écoutez, je m'appelle X, je viens vous proposer ceci. Ça détruit la méfiance qu'on a vis-à-vis de l'entrepreneur. Donc ces licences physiques-là, elles sont tout aussi importantes. L'une des troisièmes techniques que les gens utilisent, c'est la technique de la petite gratuité. C'est-à-dire que vous faites un produit ou vous faites un service et puis vous faites en sorte que les gens puissent goûter. Vous donnez un petit gratuit. C'est pas qu'on va faire le gratuit tout le temps, mais on propose un petit gratuit pour qu'ils puissent vérifier la qualité et se dire non, c'est un produit. La dégustation. Ils puissent déguster, que ce soit le service. Si vous faites dans le nettoyage des bureaux, ben, venez nettoyer moi une pièce et dites voilà à quoi mon travail ressemble. Et si vous faites dans les hôtels? Quand vous faites, quelqu'un d'année par hôtel, monsieur Parfait ici. Hôtel, c'est hôtel. Mais hôtel de quoi? Allez nettoyer les hôtels et puis les gens vont aller de se reposer, hein, pas déranger dans la nuit dans les hôtels. Donc, mais pourquoi quand on dit hôtel, les gens, ouais, c'est... Non, mais qu'est-ce que vous pouvez d'abord dire là, c'est pas fait. Dans les hôtels, il y a les restaurants, il y a les chambres d'hôtel. Il y a les chambres d'hôtel pour aller se reposer. Voilà. Il faut que ça soit nettoyer, voilà. d'hygiène. Voilà, à des heures réglementaires. Voilà.
Donc il y a ça, et moi je ne veux pas rentrer dans l'affaire de Nokutala. Donc je reste ici pour une dernière technique, parce que je sais qu'il y en a encore plein d'autres. Ce sont les recommandations. Et en Afrique, les recommandations sont un instrument véritablement puissant. Ouais. Lorsque un grand te recommande, ça vaut ce que ça vaut. Tout à fait. Et quelquefois, on oublie souvent la culture de demander à celui à qui on a apporté un service, ou on a rendu un service, ou apporté un produit, est-ce que vous pouvez me recommander, s'il vous plaît. Quelquefois, je l'ai fait lorsqu'on m'a demandé de le faire. Et les seules fois où je ne l'ai pas fait, c'était quand la qualité du produit, moi-même, ça ne m'a pas encouragé à dire à mon frère qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc, si on applique au moins ces 4 petits outils-là, on peut commencer à vendre, bien qu'on ne soit pas connu. Merci Ibrahim pour ce décor que vous venez de planter de manière formidable. Ingrid, vous qui êtes également, entre autres, vous êtes aussi dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Ce matin, nous voulons savoir comment vendre quand personne ne te connaît. Ibrahim l'a relevé tout à l'heure. Ils sont nombreux qui veulent se lancer dans une affaire, dans un business, mais ils ont cette peur que personne ne me connaît. Est-ce que je pourrais vendre? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, quel est le conseil, ou alors que pensez-vous de manière générale de ceux qui sont dans cette situation? Alors, c'est un thème très large. Ah oui. Très, très large. Mais ce que je peux dire, je vais m'inspirer de mon propre parcours en tant qu'entrepreneuse, puisque j'ai ouvert ma structure qui propose les formations et tout. Il faut aller chercher les clients. Et je vais aussi m'inspirer de certains clients que j'ai pu accompagner en formation, puisque en termes de prise de parole dans les affaires, on parle pour impacter, réseauter et vendre. Donc, premièrement, je dirais que c'est possible de vendre sans être connu. Et bien même quand on est connu, on vend avant d'être profondément connu. Pourquoi? Premier cas, je vends même si je ne suis pas connu. Pourquoi? Parce que il y a la perception de valeur qui doit être intégrée par le cerveau du prospect ou de celui qui me découvre d'une façon ou d'une autre. Soit parce qu'il entend parler de moi par recommandation, soit parce qu'il est curieux, il me voit sur le digital, parce qu'il y a l'approche physique. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans la digitalisation, même s'il y a des méfiances encore très bien ancrées. Donc, c'est la valeur perçue du produit que je propose ou du service que j'apporte. Si le cerveau de mon prospect ancre en lui la valeur perçue, c'est déjà gagné d'avance parce que c'est psychologique. Deuxièmement, il y a la confiance, la relation de confiance qui doit d'abord être établie. Tout à l'heure, c'est Ibrahim, autant pour moi, tu m'excuseras, a dit quelque chose beaucoup de choses de très importantes. On vend d'abord la personne. C'est vrai qu'on vend la personne avant le produit parce que c'est émotionnel. Mais en tant que personne, beaucoup d'entrepreneurs font des erreurs qui font en sorte que d'emblée, ils ratent leur vente, même s'ils sont connus ou s'ils ne sont pas connus. Alors, quelles sont ces erreurs-là? Ils vont parler d'eux en tant qu'individus. Oh, j'ai fait le voyage, je suis allé à Singapour. À Singapour, à Dubaï. Ils montrent des images de luxure qui se font parce qu'ils jouent sur l'impressionnisme et sur la persuasion qui n'est pas fondée. Or, quand la persuasion elle est fondée, ça voudrait que tu parles de toi, mais pas de toi en tant que personne, mais de toi en tant que produit. D'où la perception de valeur qui facilite psychologiquement l'adhésion. Ensuite, il faut créer la confiance. La confiance, c'est quoi? 3 points importants. La clarté. Est-ce que tu es au clair avec ce que tu proposes? Est-ce que tu es au clair? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es aligné? Est-ce que c'est authentique? Donc, il faut cette clarté très simplifiée. Deuxième chose, c'est que, en plus de la confiance, quand on va parler de clarté, on va parler de preuves tangibles, de preuves concrètes. Si je te dis aujourd'hui, parfait, j'ai formé des entrepreneurs ou j'ai formé des cadres supérieurs, tu vas me demander c'était où, quand? Tu n'as pas à me demander ça. Dans mon pitch, quand je te parle, il faudrait tout de suite poser le cadre. De telle sorte que ce soit facile pour le cerveau à comprendre et accepter. Je te dirais que en 2024, j'étais à Yaoundé, j'ai formé les cadres supérieurs des boissons du Cameroun et je te montrerai même des photos. Je te dirais, si tu vas sur ma page où je te propose des photos, que tu vas voir, je suis sur le terrain avec des cadres et en plus, je te donne le témoignage du directeur général. N'est-ce pas crédible? Tout à fait. Et ça, c'est établir une confiance, une preuve sociale, un témoignage à l'appui. Donc, avec ça, ça ramène à la confiance.
Et quand il y a confiance, on ne peut pas dire que la confiance va juste rester, j'ai envie de dire, comme la marchandise qu'on a étalée par terre. La confiance va donc reposer sur un dernier pilier qui est quel est le problème que mon produit, mon service vient résoudre par rapport à la population. Ibrahim a passé 2 ans à parler de cette affaire. Quel est le problème que vous résolvez? N'est-ce pas, Ibrahim? Bien Ça veut dire que je parle beaucoup. Non, merci beaucoup. Tu as un grand entrepreneur. Il y a le problème. Il faut être au clair avec le problème. Et quand je disais, quand on parle de parler de soi, c'est d'abord soi qu'on achète. On va parler de branding, personal branding. Il ne s'agit pas seulement de faire des photos. Il ne s'agit pas seulement de montrer les voyages dans les jets privés, les VIP, non. Il s'agit de quel est le problème que je résous et quelles sont les différentes valeurs qui tournent autour de ma personne qui sont liées au problème par rapport au client. Donc ces deux parties, c'est toujours comme du leadership. Je parle de qui je suis en rapport avec le problème urgent de ma cible, avec ses valeurs pour pouvoir lui proposer quelque chose. Donc ça veut dire, une fois que la valeur est perçue, la confiance est établie grâce à la clarté de ce que je propose, du message, du problème identifié qui va toucher l'émotion ou l'urgence. Là, je lui apporte des preuves de ce que j'ai déjà fait. Malheureusement, au début, quand on n'est pas connu, on a tendance, pour certains, à vouloir fabriquer des preuves. D'où un marketing mensonger que je déplore. On a parlé tout à l'heure d'une certaine gratuité. C'est à double tranchant, comme le couteau. La gratuité permet de découvrir, comme nos mamans qui ont toujours fait dans l'informel ou au marché, tu arrives, on va te donner des arachides, on dit on veut le goûter. Quand on transpose dans l'univers entrepreneurial ou professionnel, moi par exemple, j'ai un séminaire sur l'intelligence émotionnelle là, qui va arriver du 27 au 28 février en ligne et en présentiel, mais du côté de Paris. Qu'est-ce que j'ai fait? Stratégiquement, en ligne, je l'offre gratuitement. Vous venez, vous allez découvrir le contenu, le contenant et la personne. Maintenant, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça vous rassure? Parce que le cerveau a besoin d'être rassuré. Il a besoin de connaître, de comprendre et d'être rassuré pour pouvoir décider facilement d'acheter. Donc, en soi, quand tous ces éléments sont bien agencés, que l'on te connaisse en tant que personne qui fait du personal branding ou en tant que corporate, ça facilite la décision d'achat. Lorsque quelqu'un parle de ce qu'il connaît, ça se ressent. Alors on passe la parole à Yaya Bello. Yaya, je voudrais adapter ce sujet à ton domaine. C'est possible. Parce que lorsque nous parlons là de la vente, on ne voit que vendre des pantalons, des marchandises, des produits, des services. Un homme politique se vend également. Alors si nous sommes donc en politique, et c'est ton cas, comment vendre quand personne ne te connaît? Monsieur Aïssi, vous venez de me sauver. Parce que je me disais que après avoir fait parler les experts dans le domaine, qu'est-ce que moi je voulais dire? Mais vous m'avez sauvé, merci beaucoup. Je pense que tu as beaucoup à dire même, parce qu'on peut prendre Martin Luther King, Nelson Mandela pour t'introduire là, c'est la vente de messages. Donc voilà, merci. Bon. Déjà, je veux dire, bon, vous le savez, je suis de formation juriste et puis politiste. Mais dans mon parcours, j'ai eu à travailler dans une entreprise où j'ai même l'entreprise où j'ai le plus excellé. La grande partie de mon passage, j'ai été un agent commercial et marketing. C'est-à-dire, je suis entré dans l'entreprise comme juriste, m'a recruté comme juriste. Au bout d'un an, mon directeur, qui est un Vietnamien, il m'appelle, il me dit, mais Bello, je te vois, tu es un garçon, tu es fort, tu es dynamique, mais tu es sous-exploité. Il dit, mais comment, directeur? Il dit, non, mais regarde les dossiers juridiques là, il y a quoi? Il n'y a rien. Il me dit, bon, je veux te transformer en agent commercial et marketing. Tu es d'abord surpris. Il dit, mais moi, je ne connais rien de ça. Il dit, non, laisse. Ça, vous êtes dans un système de diplomation dans votre pays. Mais un homme, c'est les aptitudes qu'il développe. Il a dit, en un an, je veux te faire devenir un agent commercial et marketing redoutable. J'ai dit, ok, allons-y. On a fait les formations en entreprise, on travaillait sur le terrain et tout. J'ai même les certificats de formation. Alors, j'ai fini là-bas comme responsable départemental de l'entreprise. Et je vous assure, en tant qu'agent commercial, j'ai été parmi les meilleurs dans toute l'Afrique. Parce que là, vous êtes juriste de formation. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est là où je viens donc à ce que je voulais dire. C'est le produit.
c'est ce que vous vendez qui fait de vous ce que vous pouvez, enfin, la réussite. Parce que quand le client vient, le client, contrairement à ce que les gens pensent, le client cherche la qualité. Tout à fait. Imaginez-vous là, par exemple, payez le taxi. Vous êtes dans un quartier, vous voulez manger du poulet ou du soya, disons comme ça. Vous êtes là, et Foulane, vous voulez du soya. Vous dites, mais non, bon soya, c'est à la briqueterie. Prenez votre taxi, vous partez. 1000 francs pour aller manger même le soya, peut-être de 1000 francs ou de 1500. Vous avez dépensé 1000 francs pour aller manger le soya de 1000 francs parce que à la brique, on vous dit que c'est là-bas où il y a le bon soya. C'est un exemple. C'est pour dire que c'est la qualité du produit qui fait la différence. Le client cherche ce qui est bien, ce qui a de la qualité. Maintenant, il met le prix et non l'inverse. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, quand on vient en politique, c'est ce que vous vendez comme idée, ou bien comme idéologie, ou bien comme projet de société qui fait que les gens adhèrent à votre façon de voir. Parfois, on ne connaît même pas votre nom. Mais on se dit, il y a un tel leader qui a proposé ceci, cela. C'est même qui, après on dit c'est tel. Ok. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la qualité du produit. Ce que vous proposez. Maintenant, votre produit peut avoir une qualité, disons, une pertinence ou une idéologie pertinente, mais il faut aussi savoir vendre cette idée. Il faut aussi savoir bien présenter. Très bien. Nicolas Boileau le disait, quelque chose... Ce qui se conçoit bien, c'est notre clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et aussi, il disait aussi que lorsque... non, ça c'est Alain, j'ai oublié le nom. Il disait, là, ce n'est pas la présentation d'une belle chose, mais c'est la belle présentation d'une chose. C'est la même chose quand vous avez un produit qui est bien, qui est pertinent, qui est efficace. Il faut également savoir bien le présenter, savoir bien le vendre. Merci. Hein. J'aime bien Boileau. Hein. Nicolas Boileau. Surtout avec cette citation. Ce qui se conçoit bien, c'est non, c'est clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Il a aussi dit, quand l'oreille est blessée, que l'idée la plus belle ne passe plus. C'est pour ça que même la présentation d'une chose doit être bien faite. C'est bien pour les dragueurs. Hein. Faut pas blesser les oreilles des filles. Alain, donc, on a bien donné les astuces hein, pour bien vendre un produit, un service, surtout lorsqu'on n'est pas connu. Si vous voulez, vous pouvez revenir sur certaines astuces. Maintenant, est-ce qu'il y a également des choses, des attitudes à éviter lorsqu'on veut vendre et que l'on n'est pas connu? D'accord. Comment vendre quand personne ne te connaît? C'est assez personnalisé, hein? C'est comme si on s'adresse à chacun de nous. Puis en particulier en tant qu'entrepreneur. Bien, si vous avez de gros moyens financiers, dans la théorie économique, il est démontré que la publicité a un effet multiplicateur sur le revenu d'entreprise. Bam, bingo, le problème est réglé, on fait de la pub, on fait de la com, on se révèle. Mais alors... Parfois on se brise le crâne. Hein? Bon, en tout cas... De toute façon, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de cette émission, on veut coacher ceux qui veulent se lancer à leur propre compte, initier des entreprises sans grands moyens. Alors là, ça devient beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, les techniques en question parfaite, chacun de nous, hein, ici, est en train de les appliquer. Nous sommes la manifestation de cette technique. Ingrid, c'est ce qu'elle fait, en fait. Ouais. Une présence médiatique où vous apportez votre expertise, vous démontrez que vous avez de la matière, du contenu, le marketing de contenu. Elle ne va pas parler explicitement, forcément, de ses produits, de ses entreprises, mais l'expertise, la façon de traiter les sujets suscite un intérêt et focalise, cristallise les attentions sur sa personne. Et l'intérêt peut facilement être capitalisé et réorienté vers le portefeuille de prestations qu'elle offre. Donc déjà, sur le plateau, nous avons les réponses. Parfait, quand vous commencez, vous ne devez pas avoir peur. Vous-même, comme les Camerounais disent, de charbonner. Tout à fait. Aller prospecter sur le terrain. Hein? Je ne sais pas moi, porte à porte, c'est pas parfois très agréable, parfait, mais il faudra retrousser les manches et aller. Il faut mouiller le maillot. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas les moyens. Chacun doit avoir les moyens de sa politique, donc du coup, il faut le faire. Maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, des différentes plateformes, là,
vous pouvez avoir maintenant les médiums qui vous permettent de faire la chose de la façon la plus soft possible. Maintenant, créer de bons contenus ayant déjà bien ciblé votre clientèle cible pour spécifier au travers du contenu que vous proposez quelque chose de vraiment alléchant pour la cible en question. Vous avez toutes les différentes plateformes que nous avons aujourd'hui. Et vous allez voir que ce qu'on voit faire là sur les différentes plateformes chez nos gens qui font de la vente en ligne parfait, vous allez remarquer, c'est une technique qu'ils appliquent qui répond à la question comment vendre qu'on n'est pas connu, ou alors qu'ils appliquent tout simplement pour générer des revenus et que nous allons évoquer ici. Vous avez remarqué que certains, ils font des screenshots, des échanges, des ventes, des témoignages de vente, des messages, ils viennent partager. Pour vous dire, voilà, tel client a été satisfait par le produit, etc. Ah, c'est stimulant pour les prospects. On se dit, si tel a été satisfait, ça veut dire que le produit forcément est bon. Ça veut dire qu'on ne devrait pas, bien qu'il ne soit pas de belle notoriété, on ne devrait pas trop redouter d'acheter son produit. Donc c'est des techniques comme ça, il faut les appliquer et ça vous permet progressivement de gagner en notoriété par vente après vente. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Bon, qu'est-ce qu'il faut éviter? Justement, éviter de chercher à adopter des stratégies marketing qui ne correspondent pas aux moyens que vous avez. Parce que là, ça ne va pas le faire. Et si vous pensez que forcément, immédiatement, vous allez vendre, non! Vous n'allez pas forcément vendre comme ça et aussi facilement. Hein. Vendre, c'est pas facile. Donc, du coup, essayez aussi de mettre de l'emphase sur comment je me rends utile aux gens. Parce que c'est là, hein, c'est en vous rendant utile parfait. Vous fréquentez les gens et des échanges. Parce que ce sera le truchement que vous allez utiliser pour finalement faire comprendre que non, au-delà de ce que je vous apporte comme expertise, j'ai écrit tel article récemment, je parlais de telle chose, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça. J'ai écrit ça, en fait, c'est parce qu'en arrière-plan, je fais ci, je fais ça. Ah, donc, au-delà de ce que tu nous donnes comme expertise, des lumières que tu nous apportes, donc il y a ceci que tu... Ah, d'accord, super, et tout. Or, les gens, parfois, ne veulent pas commencer par là. Ils veulent directement attaquer la vente et parfois ils n'ont pas la bonne politique, la bonne stratégie pour amorcer immédiatement la vente et ça fait des couacs. Et ça fait des couacs. Avant de repasser la parole à Ingrid, insiste, hein, Ingrid aime trop parler. Ingrid, on vous passe la parole. Effectivement, parce que ce qui est dit là est tellement pertinent et ça peut sauver des vies, ça peut faire gagner du temps, de l'argent qui ne pourra pas être dilapidé n'importe comment. Donc je vais essayer de rebondir tant bien que mal à tout ce qui a été dit ici, à surtout ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, je pense qu'il faut ne pas mettre les pieds sur le marché sans être formé. Le besoin de formation. Oui, on revient encore à la première partie de notre émission Espace Miné. Il faut d'abord être formé. La formation, c'est sur différents couloirs. Il y a la formation d'abord de confiance en soi. On ne met pas les pieds dans l'entrepreneuriat, dans le business, quand on a peur et qu'on ne sait pas pourquoi on a peur. Parce que la peur, c'est comme les warnings. Ça peut te signaler que, attention, là, tu ne maîtrises pas le secteur. Il faut te préparer avant d'y aller. La formation, c'est peut-être parce que tu es trop confiant. Or, le marché a ses réalités que tes réalités là ne sont pas sur ton papier, sur ton business model. Donc, il faut être un peu comme comment on appelle, prendre la température, le curseur. Il faut toujours se réajuster. Est-ce qu'il n'y a pas également, au-delà de la formation, lorsque vous voulez vous lancer dans le marché, est-ce qu'il n'y a pas également, effectivement aussi, une étude de marché nécessaire? Ça fait partie de la formation pour moi. Il y a la formation théorique et puis il y a la descente sur le terrain qu'il faut absolument faire. Vous savez... Si je veux mettre sur pied une nouvelle marque de papier. Les grandes entreprises, quand elles veulent proposer un nouveau produit ou service, il y a d'abord ce qu'on appelle le projet pilote. Qui va te permettre, entre ce que toi tu penses, ta vision et tout ce que tu vas mettre en place, que tu vas mobiliser, et la réaction du marché. Parce que c'est elle qui achète, c'est pas toi. Tu peux te leurrer en te disant que ton produit, franchement, là, c'est le bust, ça va faire le miracle,
plus que Jésus, mais une fois sur le marché, c'est le flop. Or, tu as un budget que tu as dépensé, tu as des équipes que tu as mobilisées, et tu as peut-être même des promesses, des partenaires qui ont investi dans ton activité. Tu as même c'est la prison peut-être qui t'attend après. Non, si tu as la chance, l'AVC peut te guetter. L'AVC également. On parle de bien-être pour performer. Donc, il y a l'étude du marché à travers un échantillonnage. Ça te permet de comprendre la réactivité, d'avoir des retours, des feedbacks pour ajuster ton produit. Ça te permet aussi, quand ça a bien marché, d'avoir des témoignages, justement, pour pouvoir gagner en crédibilité sociale, parce que c'est ça qui va effectivement faciliter ce processus de confiance. Et si ça, ce n'est pas mis en place, c'est un peu compliqué. Donc ça, quand tu mets ça, les personnes qui ont été incluses comme un incubateur dans ta phase de pilote, vont te recommander, pourraient te recommander à travers leur témoignage, du bouche à oreille. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir effectivement vendre. Et ce que j'allais dire en plus de la formation, oui, effectivement, pour chuter, c'est que l'étude de la cible, à qui je parle, à qui je vends et quel est son problème. La cible. À qui je parle, à qui je vends, parce que quand tu n'es pas connu, honnêtement, quand tu n'es pas connu, tu ne vends pas un produit, pour ma part. Quand tu n'es pas connu, tu vends d'abord une sécurité émotionnelle qui est liée avec le problème de ton client, de ta cible. Alors, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils veulent parler et vendre à tout le monde dès le départ pour avoir rapidement la rentabilité. Non, il faut avoir un positionnement par rapport à une cible et élargir au fur et à mesure qu'on obtient les résultats en termes de performance et surtout de rentabilité. Et pour être complet, parlant de cible, à l'endroit des étudiants en marketing, en publicité, en relations publiques, il y a le cœur de cible, il y a la cible principale, il y a la cible première, la cible secondaire. Et il faut se déployer avec tous ces cibles en fonction de ses moyens, de ses ressources et de la stratégie pensée en amont. D'où l'importance de se former pas seulement sur le produit, pas seulement sur la personne, sur les stratégies de communication. Parce que tout à l'heure, j'ai très bien apprécié Ibrahim quand il a dit... Effectivement, j'ai très bien apprécié et c'est totalement vrai quand on parle de communication en affaires. Tu peux avoir le meilleur des produits qui soit, mais si tu ne sais pas parler, tu ne pourras pas le vendre. Tu vas faire un flop. Merci. Bonjour, le modérateur de la modération. Parfait, mon cher, le Bayam Salam, c'est le propre du Camerounais. C'est le réseautage, comme partout et dans tous les domaines. Monsieur ici, bonjour à ton panel. En réalité, le produit doit être testé par le consommateur, à lui d'adhérer ou pas. Quand ce sont des histoires d'amis, ça ne marche pas. Quand tu n'es pas dans un réseau. Ça dépend de ce que vous mettez dans le réseau. Parce qu'au Cameroun, quand on dit réseau, on voit déjà des choses. Les gens ramassent les pièces au sol. Et tout. Or, le mot réseau pris dans d'autres domaines, surtout au niveau de la communication, c'est un mot formidable. C'est une chaîne extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Mais au Cameroun, quand on dit il est dans le réseau, c'est quelqu'un à suivre. Les choses du Cameroun sont toujours un genre. Il y a un vocabulaire camerounais. Bonjour à vous, le congélateur, 400 litres de modérateur. Incroyable. Bonjour Monsieur Parfait, ici, votre thématique a le mérite d'asseoir une réalité que beaucoup balaient du revers de la main. C'est la communication. Sans rejeter ni mettre en veilleuse ce que vos brillants invités, à l'instar de Monsieur Ibrahim, ont argumenté sur le plateau. Quand personne ne vous connaît, vous devez communiquer. Maintenant, comment communiquer efficacement? C'est là qu'entre en jeu tout le package qui a été gracieusement offert sur votre plateau. C'est Luc, le paysan, dans l'âme depuis Kribi. Un autre message ce jour, que dit le téléspectateur? Bonjour, merci pour le travail que vous abattez tous les jours. Moi, c'est Louis Martial. Je suis étudiant à l'université de Yaoundé et je vis à Biamassi. J'ai mon entreprise en cours de création et j'aimerais avoir des partenaires, s'il vous plaît. Et il m'envoie une affiche publicitaire montée par lui. Bon, vous ne pouvez pas avoir des partenaires comme ça. C'est-à-dire qu'on vous envoie le message là, et moi je vous dis, bon, prenez le stylo, notez. Tel partenaire, tel autre partenaire. Déplacez-vous. Venez rencontrer Ibrahim, rencontrer la dame qui sort de France et qui a une expertise avérée. Rencontrer Alino ou bien Yaya, c'est pas moi quoi. Oh, donc vous avez suivi, jeune homme. Un autre message ce matin. Les gens m'embrouillent, alors que je suis sérieux. Ils m'envoient des images bizarres. Je ne sais pas si certaines personnes peuvent être sérieuses un jour dans leur vie.
Salut le panel, bon thème. Un exemple de marketing à encourager, c'est celui du promoteur du Bon François. Inconnu, il a su dompter les populations nationales et de la sous-région et son produit a produit un effet escompté, même si ça a gêné certains inconditionnels du progrès. C'est Abianda Djedoné depuis Limbe qui envoie donc cette contribution. Bonjour Lonkota, la femme sur le plateau parle comme la Bible. La formule est compliquée. Hein. Un autre message ce jour, c'est un message de plus 44, c'est l'Angleterre. Bonjour Monsieur Parfait ici et à ton panel, parlant des promoteurs, comme disait Monsieur Ibrahim, pour les entrepreneurs, nous avons au Cameroun plus de commerçants que des entrepreneurs. Les porteurs de projets ne veulent pas se former. Il a honte de vendre son produit. Or, sans la vente, il n'y a pas de revenu, même si vous avez le meilleur produit ou le meilleur service du monde. Si le promoteur ne sait pas vendre, il devrait recruter celui qui va d'abord vendre l'image du promoteur et ensuite le produit ou le service. Les meilleurs hommes politiques sont ceux qui utilisent le storytelling pour se vendre. Il faut se vendre et c'est un art. Il faut apprendre l'art oratoire. Nous ne devons pas avoir honte d'être des vendeurs. C'est la clé du succès et avec les réseaux sociaux, une opportunité. Jean T. Stratégique Tinker en digital, marketeur, créateur des millionnaires anonymes depuis Portsmouth. Wonderful. Je suis sûr qu'on va te chercher. Hein? Repartons au 212. C'est toujours avec notre ami du Maroc. Cette fois-ci, il dit, ouais, Ingrid, tu es d'abord Zokomiel. En plus d'être belle, tu as même un joli timbre vocal. Ingrid, épouse-moi. Si tu ne veux pas m'épouser, épouse au moins un des deux célibataires sur le plateau. Parce que si tu épouses... si tu épouses l'un des deux, c'est comme si tu m'avais épousé à demain 10 heures. Le Maroc a dérangé l'Afrique l'année ci. Le type du Maroc, si... Je repasse la parole à Ibrahim. Ibrahim, nous continuons au niveau de l'aspect des couacs à éviter, au niveau des conseils. Que faut-il faire pour atteindre ces objectifs malgré tout lorsqu'on ne vous connaît pas? D'accord, je pense que j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Ingrid qui est entrée beaucoup plus en profondeur sur le mot vendre, ou sur la compétence de vendre, l'art de la vente. Et comme c'est une forme de profondeur, je vais la suivre dans la dynamique de la profondeur, en allant encore beaucoup plus en avance de la vente même, c'est-à-dire, et c'est ce que le grand Bello a dit tout à l'heure avec le produit. Et la plupart des choses, même pour vendre d'abord, c'est qu'il faut avoir quelque chose à vendre. C'est clair. Il faut avoir quelque chose à vendre. Et la plupart des idées que les jeunes ont ne sont pas vendables. Ça, c'est ce qu'il faut aussi dire. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous proposer des choses en réalité que vous ne pouvez pas acheter. C'est tout simplement pas vendable du tout. Donc, la première chose, c'est comme si vous allez vendre des préservatifs dans une archidiocèse, c'est-à-dire que dans une église. C'est que vous êtes mal intentionné. Vous avez un plan pour les frères. Vous allez pas la bouche Vous allez au grand séminaire. Vous allez au grand séminaire de Colbison. Vous êtes venu proposer des préservatifs. Pourquoi vous avez toujours des exemples? Non, attends. Ibrahim, il y a des choses qui ne peuvent pas être vendues. C'est pas ça? Je crois que quelqu'un va te dire que ça c'est vendable. Donc, mais il faut dans un grand séminaire. Moi, je ne peux pas le dire. Je vais avancer. Donne-moi 30 secondes là. Oui, vas-y. Ça me rappelle quand le dernier pape est venu au Cameroun, je crois que c'était Benoît XVI. Tout à fait. Son avion a atterri et vous savez qu'ils voyagent souvent dans leur avion avec beaucoup de journalistes et autres. Donc quand il arrive, donc, avant de descendre sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé, un journaliste lui dit, vous êtes en Afrique, bon, il y a les maladies, il y a le sida, machin, que pensez-vous? Le pape dit tout de suite, non, l'affaire des prisons là, donc, il faut oublier ça. Donc avant que le pape ne descende, ne touche le sol du Cameroun, en Europe, il y avait déjà un scandale. Tout à fait. Donc, quand je zappe dans la télé pour voir, bon, qu'est-ce qu'on dit du pape, mais sur France 24, ça parce qu'il avait touché beaucoup d'industries. Oui, il avait touché beaucoup d'industries. Donc, c'est pour dire qu'il faut aussi savoir ce qu'il faut vendre. Il faut vendre. Je vais apporter des précisions dans cette affaire. Lorsque on a une idée qu'on veut vendre ou un produit, il faut se rassurer que ce soit véritablement une idée vendable. L'idée ou le produit que vous êtes vendable est vendable si vous respectez au moins 3 conditions. La première, c'est qu'elle résout véritablement un problème.
Quel est le problème que vous êtes venu résoudre? La deuxième, c'est que vous apportez vraiment une solution à ce problème-là. Et la troisième condition, c'est que les gens sont prêts à payer pour ça. Parce que si vous avez une idée qui présente un réel problème, donc la solution est même propice, mais que les gens ne sont pas prêts à payer pour ça, ce n'est pas d'abord une bonne idée de business. Vous n'allez pas pouvoir la vendre. Donc, à la base, il faut pouvoir respecter ces trois piliers pour vous assurer que vous allez pouvoir vendre quelque chose. Et l'une des erreurs qu'on fait souvent, c'est qu'on ne se rassure pas que quelqu'un est prêt à payer pour ça. Parce qu'on a vu un problème et qu'on a fait la solution, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Non, mais est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Une fois que vous avez levé cet équivoque-là, on estime donc que vous avez maintenant un bon produit ou un bon service qui est business, qui peut être une idée de business. Pas une idée brillante, mais une idée business. Et l'un des problèmes que j'ai avec la plupart des jeunes, c'est que certains se lancent parce qu'ils recherchent une idée géniale, une idée grande, une idée complexe. Mais mon ami, à un moment, il faut baisser le niveau et chercher une idée qui soit utile, même si elle est petite. Merci, Ibrahim. Parce que si elle est utile, les gens paieront pour ça. Chercher une idée utile, même si elle est petite. Alors, il y a quelqu'un qui me dit ici, perfecto, salut, s'il te plaît, est-ce que Ingrid Tange est mariée? C'est Roger Mani Bicoq. Incroyable. Lui, il a ses projets. C'est le Marocain, toujours. Non, ce n'est plus le Marocain. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Hein? Alors, bon, je ne sais pas. Ingrid, je ne sais pas si vous voulez répondre. Hein? Vous êtes libre. Oui, je vais répondre à la question. Non, Ingrid n'est pas mariée. Ah, c'est une bonne nouvelle hein, pour des millions de téléspectateurs. Mais j'espère que par la suite, ils vont envoyer des questions en lien à la thématique et non pas sur la personne d'Ingrid. Sinon, c'est intéressant pour le public. Non, mais on commence d'abord par Ingrid, puis le va suivre. Bonjour, parfait. Waouh! Ingrid, non seulement elle est belle, mais elle a plein de connaissances. Décidément. C'est toujours la vente? C'est ça la vente. Mais quoique, si on contextualise. Ingrid se vend, donc c'est ça la vente. Non, Ibrahim, c'est même ça la vente. Elle a commencé à vendre ça, personne, elle est agréable à la cible. Bonjour, parfait, et à tout ton panel. Pour vendre, quand personne ne nous connaît, nous devons bien cibler le problème à résoudre en adaptant ce produit au niveau du portefeuille des consommateurs. C'est Hilaire de Niga qui envoie cette contribution. Mais Hilaire, ça faisait longtemps. Vous étiez pourtant l'un des fidèles téléspectateurs. Hein? Merci Hilaire parce que vous êtes revenu à des meilleurs sentiments. Vous avez vu que de l'autre côté c'est du pipeau. Alors, est-ce que tu me permets de poser quelques questions suite à ce que Hilaire l'a dit? Et ça revient aussi à ce que Ibrahim a dit tout à l'heure. Il y a une chose que l'entrepreneur doit savoir au départ, quand il n'est pas connu. On a parlé de cible, on a parlé de problème, on a parlé de solution. Et est-ce que le client, le prospect, parce qu'il n'est client que lorsque son argent est entré dans ton compte, est-ce que le prospect est prêt à payer pour ça? Disons que le prospect, c'est le potentiel client. Le potentiel client, oui. Donc, dans la phase de formation, on a la formation en marketing, en vente, en communication et ton expertise, parce que ça, c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs font. Je prends l'exemple des coachs comme moi ou des formateurs, tu te formes au coaching, à l'accompagnement. Mais la vraie problématique qu'ils rencontrent après une fois lancé, c'est qu'ils ne savent pas vendre leur coaching, ils ne savent pas vendre leurs compétences et encore moins leur personne à partir du storytelling où ils vont parler d'eux et non d'eux au service du public. Très bien. Alors, d'où je voulais en venir, c'est quoi? C'est que quand tu as ton produit, ton packaging et tout, il faut savoir quel est le niveau financier de ta cible. Autrement, est-ce que la cible à qui je m'adresse a les possibilités de payer ce produit? Sinon, tu vas frapper dans du mur. Si tu as un produit qui correspond à un problème qui est bien marketé et que tu t'adresses à la mauvaise personne, tu vas t'épuiser et tu vas perdre confiance en toi. Et le temps passant, tu vas perdre en ressources financières pour la campagne publicitaire, pour la visibilité sur les plateaux télé, etc. Mais parce que tu t'adresses à la mauvaise cible ou à la bonne cible qui n'a pas compris l'urgence de passer à l'acte d'achat. Merci Ingrid. Bonjour, le grand neuf de la modération. Moi, c'est Muriel Blanche. Zibi. D'accord. La décision vaut la peine.
C'est donc Muriel Blanche Zibi, depuis la ville de Kiousi. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien pour éveiller les connaissances des populations. D'autres contributions, je suis bousculé là comme d'habitude. Je vous amène d'abord au 385. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit de la Croatie. Ah, formidable. On vous regarde en Croatie. Bonjour, pourquoi Alain Dourougi? Les gens vendent tout, n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Pourtant, il faut bien s'organiser, savoir quoi vendre, où vendre. Je suis noir, vu que j'ai rougi, c'est grave. Hein? Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Qu'est-ce que c'est formidable de suivre une belle dame. Ingrid a fait ma journée. Décidément. Bonjour, parfait. S'il te plaît, demande à cette jeune dame comment elle a fait pour garder son ton africain après plusieurs années en France. Adresse-lui mon admiration et dis-lui de rester naturelle comme elle est. C'est Bruno Nouque. J'ai pris... Merci Bruno, je retiens. Tu n'as pas voulu devenir métisse? Non, jamais. Jamais. Au contraire, je trouve que l'Occident m'a éclairci autant pour moi. Et pour ce qui est de l'accent, je pense que plus tu restes ancré dans ton identité, plus tu as de la valeur et mieux tu es en paix, à l'aise avec toi-même. Et ce qui vient de l'extérieur ne peut qu'être un complément pour davantage bonifier qui tu es identitairement parlant. Donc, voilà. Avec ta peau africaine, tu te vends. Ah ben oui, je suis africaine et fière de l'être. Cette peau vend? Cette Si peau est vendable? Elle est vendable. Ouais. Ça dépend du contexte et tout le reste. Ben si, oui, elle est vendable. Les Blancs aiment cette peau? Ah ben oui, il y en a qui... Vous avez des expériences? C'est-à-dire? Des expériences où les Blancs ont aimé votre peau? Des expériences où les Blancs aimaient moi ma peau. Alors, moi je dirais Vous vous plutôt êtes situé que... dans quelle expérience? Je n'ai pas eu d'arrière-pensée pour le dire. Des questions là? Ah oui, justement, je veux qu'il contextualise et je ne veux pas faire rien d'emblée. Je veux qu'il me donne sa matière. Alors, on va repasser la parole. Je veux te dire, quand j'ai oui. commencé le boulot, ils étaient... parce qu'avant d'être entrepreneur, moi j'étais d'abord dans les métiers en hôpital. Ouais. J'ai travaillé en cardiologie au bloc opératoire. J'ai travaillé aussi en psychiatrie, en maison de repos, en tant qu'aide-soignante diplômée d'État dans un début. Ensuite, infirmière. Donc, je suis toujours dans l'accompagnement de l'humain. La psychologie, le comportement, la réaction, le comment du pourquoi. Et d'où viennent les causes, l'origine. On transpose ça dans l'entrepreneuriat, le pourquoi du produit, etc. Donc, c'est pour dire qu'au départ, oui, c'était très apprécié ma peau quand tu approches le client en milieu hospitalier. Oui, ils sont dans la Les malades aimaient votre peau. Oui, les malades. Et puis aussi, nous, les Africains, on a une approche systémique très chaleureuse, très humaine, que l'Occident n'a peut-être plus. Je ne sais pas s'il a toujours eu. Et ça marque, ça fait la différence. Même mes collègues, mes supérieurs, les médecins, c'était toujours un plaisir de travailler avec eux. Donc voilà. Alain, que nous parlons de la vente, qu'est-ce que vous retenez à quelques minutes de la fin de ce programme? Parfait, je dois dire que Ingrid a fait une grande opération de vente au point où les gens en arrivent même au déni de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit. C'est-à-dire que même les problématiques autour de l'accent, on lui force une non-francisation. Moi, je la sens parce que je suis un professionnel des métiers de la voix. Hein. Donc, ce que je vais dire concernant la vente, on peut contextualiser ça. C'est un truc qu'on voit tout le temps. Vous allez voir des gens, tu lui demandes des informations sur le produit, il commence à balbutier. Il faut qu'on soit sérieux. Tu vends un produit, je te dis, le processus biochimique là, comment ça va agir dans mon corps? Il commence à le processus biochimique. Ceux qui va par exemple la pharmacopée naturelle, tu dois être capable de m'expliquer. Non, tu dois m'expliquer. Bon, tu veux pas. Je suis d'accord. Toi-même, tu consommes ton produit. C'est sûr pour toi, tu le consommes d'abord toi-même, il te fait plaisir. Ton giron immédiat là, les gens comme ça, parce que c'est ça parfait. Tout à fait. Si tu n'arrives pas, tu ne peux pas le moins complexe, tu veux le plus complexe. Comment tu fais ça? Ça devient compliqué. C'est ça la vente. Impacte d'abord ton univers immédiat. On voit comment tu as vendu là, et puis voilà, tu vas étendre ton spectre par la suite. Donc il faut être objectif.
Bonjour, Espace Miné, toujours un plaisir de vous écouter au quotidien. Vendre sans être connu, c'est le défi auquel toutes les entreprises sont confrontées à leur lancement. Toutes les grandes entreprises connues aujourd'hui sont parties de rien. Ne pas être connu n'est pas le problème au départ, mais le fait de ne pas comprendre ce que tu fais en est un. Une seule personne qui te fait confiance vaut mieux que 1000 inconnus. Et qui a exactement le problème que je peux résoudre? C'est là la question phare. C'est Mbimbe Donald depuis Bokoko qui envoie donc cette contribution. Un autre message. Bien le bonjour perfecto et ton riche panel. S'il vous plaît, j'aimerais bénéficier de l'accompagnement des entrepreneurs sur le plateau dans le but de m'améliorer. Signé Pékin depuis Ngaoundéré. Pékin, appelé après cette émission. Hein, on verra bien. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait. Moi, c'est Aline Tiak. Je voulais demander à la dame à quoi sert l'audience dans les ventes. L'audience dans les ventes. J'avoue que je ne comprends pas bien la question. Hein. À quoi sert l'audience dans les ventes? Mais c'est une descente des prospects. C'est une prospection. C'est une base de données. Voilà, hein. Si c'est en ligne, bon, ça dépend effectivement du contexte. L'audience, déjà, c'est le public. Voilà, c'est qui tu t'adresses. Donc, c'est des potentiels clients, c'est des prospects. Maintenant, c'est général, c'est vague, c'est pas spécifique. Tu parles à tout le monde ou à personne. Et quand tu parles à tout le monde et presque à personne, bon, bah, qui viendra spécifiquement se reconnaître dans ce que tu dis? Tu vois, c'est un peu... Très bien. complexe. Il faut cibler. Et Brahim, il faut cibler. Yaya Bello, pour le cas des hommes politiques camerounais, avez-vous l'impression qu'ils savent se vendre? Je n'ai pas l'impression. Oui, il faut le dire. Quoique, au sortir de la présidentielle, nous avons quand même constaté qu'il y a eu un bon travail dans le dosage, disons, programmatique. Je crois que pour une fois, nous sommes d'accord hein, que sur les 12 candidats qui se sont présentés, il y avait un programme. Et dans chaque programme, il y avait des aspects précis. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que le travail de prospection ou de prospective a été fait. Maintenant, donc, au niveau donc, de la communication, c'est là où ça s'est joué. Il y a des candidats qui n'ont pas pu bien présenter leur bon programme au public et le message n'est pas passé. Donc je crois que nous avons des hommes politiques de qualité. Nous avons des hommes politiques qui comprennent de mieux en mieux la demande des Camerounais en offre politique. Mais maintenant, les hommes politiques ne se vendent pas suffisamment. Les partis politiques ne se vendent pas suffisamment. Les hommes politiques ne se vendent pas suffisamment. Les hommes politiques, aujourd'hui, il y a certains qui ont même décidé de faire d'apartheid médiatique. Ils disent que non, je ne viens pas chez ici parce que... Ce qui est vraiment incohérent. Hein. Voilà. Ce qui est vraiment décevant. Pour un homme politique qui déclare ça, il n'a rien compris la politique. Je ne viens pas chez Haïti parce que je ne l'aime pas. Alors que sur le plateau de Haïti, il y a des millions de Camerounais à travers le monde. Et tu dis que tu ne viens plus chez Haïti. Tu ne viens pas. Il n'est pas en politique. Je ne parle pas à Equinox parce que Equinox est pro-tel. Je ne parle pas à la CATV parce que CATV est pro-tel. Alors que ce monsieur, eh bien, ce parti politique a un projet de société, je n'ai même pas envie de dire révolutionnaire, mais parce qu'il ne communique pas, il y a donc une sorte de stigmatisme, en fait, d'incompréhension. Oh oui, Ingrid. Je ne suis pas dans la politique déjà, je préfère le dire, mais néanmoins, en termes de communication, je fais appel à mon sens du leadership, puisqu'on fait des formations en leadership et communication. Un leader, faut-il vendre sa personne ou vendre la vision? La vision. Voilà, donc pour moi, la vision aussi est portée par un leader. Justement, après ça se tient. Il y a l'interaction, notamment en politique. Merci. Parce que quand vous présentez, doit être l'incarnation de cette vision. Voilà. Bonjour, bonjour les démineurs. Il faut savoir la porter et donc la communiquer pour faire lever un engagement. Bonjour les démineurs, perfect s'il te plaît, invite encore Ingrid. Ou alors, elle nous donne le nom de son compte officiel, c'est Josiane. Ingrid Tandieu, c'est mon Facebook et mon LinkedIn. Et là-bas, vous avez mon contact, le contact de mon secrétariat avec le numéro qui est directement sur les réseaux sociaux. Vous pourrez envoyer vos messages, surtout vos problématiques en lien avec vos besoins.
et je pourrais vous faire un retour. Oh, je suis tout excité de suivre cette dame. Tout excité. Bon, c'est polysémique, prenons ça. Si c'est dans le bon sens. Si c'est dans le bon sens. Si c'est une excitation intellectuelle, ça peut arriver. On soit excité sur le plan intellectuel. Je vous annonce une mauvaise nouvelle là. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Yaya Bello, merci à Ibrahim, merci à Lino, infiniment merci à Ingrid qui est venue sur ce plateau pour la toute première fois. C'est une dynamique camerounaise qui vit du côté de Paris et qui est véritablement douée et qui est une enseignante dans beaucoup de domaines. Vous-même, vous l'avez suivi. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?